Bonjour les beaux amours, bienvenue à ce nouvel épisode de l'École de la vie. J'espère que vous allez bien. Ben comme toujours, je souhaite toujours que vous allez bien, mais même si ça va pas bien, là, on est là, on est là. Alors, de mon côté, ça va assez bien, je dois dire. Je reviens, si vous avez vu sur Instagram, je reviens d'un petit voyage, de petites vacances improvisées et imposées. Clairement, il y a eu une petite conspiration là, dans l'invisible pour m'envoyer me reposer. Vous m'avez peut-être entendu dire dans un épisode un peu plus tôt cet hiver que cette année, je ne partirais pas en vacances, que j'avais pas le budget, puis aussi, ben, je me racontais beaucoup l'histoire que j'avais trop de travail, blablabla. Mais là, savez-vous ce qui s'est passé? On a eu un dégât d'eau, 100 ma faute, là. J'ai mal fermé la petite douchette du bain, là, ça a ruisselé pendant des heures, ça a tout coulé à travers le plafond de la cuisine. En tout cas, il a fallu ouvrir, toute la cuisine et on a été relocalisés pendant 10 jours et là, on s'est dit: «Tant qu'à partir à Magog, pourquoi ne pas aller en Colombie?» Alors c'est ça, on s'est envolé vers la Colombie, sous l'insistance, je dois dire, d'Alex qui lui valorise les vacances, le temps de qualité en famille, les expériences. Vraiment, c'est mon rappel constant de vivre, de vivre et de ne pas juste, essayer d'être au service et servir ma mission de vie que je me suis autoproclamée. En tout cas, donc on est parti en voyage et moi, je ne sais pas si vous savez, mais j'ai été guide accompagnatrice de voyage dans une autre vie. Donc, quand on est parti en voyage, je suis retombée dans mon mode géo, là. Je nous ai organisé ça, les petites activités, faire, le programme. En tout cas, hein, je suis rembarquée sur mes vieilles tracks, mes vieux rails de guide accompagnatrice. Et là, la première moitié de ces vacances, ben, on faisait des belles affaires. J'avais des belles activités, là, des visites guidées, puis des affaires. Et là, à peu près à mi-chemin dans le voyage, on a fait le switch dans un autre endroit un peu en montagne, un peu retiré, mais j'avais pas saisi à quel point c'était isolé et difficile d'accès, là. C'était une espèce de raid de 4x4 d'1 heure. En tout cas, c'était bien compliqué de se rendre. Donc, toutes les activités que j'avais prévues dans ces journées-là, dans les environs, ben, elles sont tombées à l'eau, hein. C'était pas possible de juste faire des petits allers-retours comme je pensais. Donc, la cascade, le hike, tout ça, c'est tombé à l'eau. Et ce qu'on a fait pendant 3 jours, c'est juste de profiter de la piscine, de regarder les arbres, les oiseaux, marcher un peu autour, faire des siestes dans des hamacs. Ça a été un immense reset pour mon système nerveux, tellement que j'ai pas pu m'empêcher à un moment donné, j'ai juste commencé à pleurer. Ah oui, dans la infinity pool, là, j'étais là à regarder les montagnes, la verdure, à rien faire et à pleurer. Oui, c'est moi la fille weird là, qui pleure dans des endroits idylliques autour du monde. Mais c'est parce que j'ai réalisé à quel point j'étais épuisée et à quel point je n'écoutais pas cette partie-là de moi qui était tellement fatiguée et j'avais de la peine d'avoir tellement pas écouté ce besoin de repos, puis de m'être poussée pendant tellement de mois. Et en tout cas, pour l'anecdote, là, puis je sais pas si c'est une simple coïncidence, mais la date où on est arrivé dans cet hôtel, reclus, c'était le 19 avril. Le 19 avril, c'était si j'ai des amis ici, là, qui m'écoutent, qui sont dans l'astrologie, c'était exactement pile poil, précisément le début de la saison du Taureau. La saison du Taureau qui est associée, bon, vous le savez, à la lenteur. C'est un signe de terre, hein, donc lenteur, harmonie, plaisir, contemplation. Le Taureau, c'est gouverné par Vénus, qui est la planète, ben oui, de l'amour, là, mais de la beauté, des relations, de l'art. Donc l'invitation dans la saison du Taureau, c'est ralentir, ressentir la sensualité du monde matériel. Mais je dis ça, la sensualité, puis c'est pas que sexuel, là, juste le plaisir des sens, le plaisir de la matière, de la nature. Parce que aussi, c'est en ralentissant qu'on obtient de la clarté. Ça nous permet aussi de, avec la clarté, ben, de choisir où vont aller ensuite nos efforts, ce qui mérite notre énergie. C'est tellement nécessaire d'alterner entre les périodes où on pousse, où on travaille, où on fait des efforts, et les périodes où on se régénère. On a vraiment besoin de ça, les humains. Notre biologie a été programmée comme ça, puis on ouvre les yeux encore une fois, puis on regarde la nature 2 secondes, puis ça nous le montre constamment. Chaque jour, on alterne, jour et nuit, il y a les saisons, les marées.
On est fait pour alterner entre des cycles de stress et de récupération, mais là, on est comme tout le temps dans le sentiment d'urgence avec nos systèmes nerveux super activés. On a besoin de repos et malgré tout, pour plusieurs personnes dont je fais partie, c'est difficile de s'octroyer du repos. Notre culture actuelle, c'est la productivité, l'optimisation, nos to-do lists qui sont jamais cochées complètement. On manque de temps, on pousse un petit peu plus fort. C'est tellement normalisé. J'ai l'impression que c'est notre dénominateur commun d'être stressé puis fatigué. C'est comme notre petit badge d'honneur là, pour dire je suis pas loser, je suis pas paresseuse, moi je contribue à la société. Mais tu sais, être adapté à des systèmes dysfonctionnels, c'est pas nécessairement une bonne affaire. Moi, longtemps, là, j'ai vu la fatigue et le stress comme un enjeu personnel. Ah, c'est parce que je me mets trop de pression, c'est parce que je suis trop perfectionniste, je n'ai pas assez une bonne hygiène de vie, mais je me rends compte que c'est une expérience qui est collective. Les chiffres varient légèrement, là, mais les taux de burn-out chez les employés présentement, en 2025, sont à des hauteurs records. Il y a 66 des employés aux États-Unis qui affirment expérimenter une forme d'épuisement en ce moment, et chez les moins de 40 ans, c'est ma gang ça? Bon, certains diraient pas pour très longtemps encore, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Donc chez les moins de 40 ans, on parle de taux d'épuisement qui sont au-dessus de 80. Je vais le reformuler là, pour que ce soit vraiment clair. Genre 80 des personnes de moins de 40 ans qui travaillent présentement sont épuisées. C'est pas anecdotique, là. Certains diraient qu'il y a un petit souci, là, ici. Je comprends pas pourquoi on n'en parle pas davantage. Pour moi, ça me semble être un problème collectif majeur qui a des conséquences immenses. Il y a plus de 60 des maladies actuelles qui sont liées au stress chronique. C'est un enjeu de santé, c'est un enjeu collectif et je pense que c'est étroitement lié à la mentalité d'extraction. Tu sais, de toujours prendre plus, de toujours vouloir plus. Et on fait ça avec la nature aussi. On veut toujours prendre plus de la nature sans redonner, sans lui laisser le temps de se renouveler. On est en train d'épuiser la Terre en ce moment. On est en train de s'épuiser. Et je pense que la crise climatique, c'est vraiment un beau reflet extérieur. Ben beau, on va mettre des guillemets là-dessus, mais c'est vraiment un reflet clair de notre paysage intérieur, de cette façon de mettre la régénération, le repos pour nous, pour la nature, pour la vie de façon générale. On se traite comme des machines. Mais on n'est pas l'intelligence artificielle, là. On est la vie. Excusez-moi, je m'emporte, c'est un sujet en ce moment qui m'anime beaucoup. Mais mettons là, qu'on prend juste un petit moment, chacun, chacune, pour essayer d'évaluer on est à quel niveau de stress. De 1 à 10, disons, là, parce que les chiffres, c'est facile. Là. Vous diriez que vous êtes où sur l'échelle du stress? Puis au niveau de la fatigue, vous sentez-vous fatigué de 1 à 10? Mettons, 1, c'est pas beaucoup, là, 10, c'est vraiment beaucoup. Moi, je dirais que malgré mes vacances, au niveau du stress puis de la fatigue, là, je pense que je me situe entre un 8 et un 9 là, quelque part là-dedans. Et si vous êtes des assidus de l'école de la vie, là, c'est pas des breaking news. Ça fait quand même depuis cet automne que je parle de cet état-là, de ces petits red flags d'épuisement. Mais en fait, pas vraiment des red flags, c'était plus des petits drapeaux jaunes, mais j'avais envie de poser action avant de tomber dans les réels drapeaux rouges. Tu sais, j'ai du mal, un petit peu plus de mal à me concentrer, je me sens des fois découragée, submergée. J'ai l'impression que des fois, il y a rien qui marche comme je veux, je me sens irritable, je fais de l'insomnie, je sens que tout est trop. J'ai posé plusieurs actions depuis cet automne. J'ai enlevé ce qui n'était pas important et primordial dans mon calendrier. J'ai commencé à déléguer. On dirait que c'est plus profond que ça. Je me rends compte qu'il faut que je déprogramme certaines de mes croyances. Mon addiction à être dans le jus, j'en parle souvent, mais c'est réel. Je parle de ce sujet-là parce que j'ai besoin de l'adresser et quand je regarde les chiffres, je me rends compte que je suis pas toute seule. Fait que je me dis: «Je vais continuer à en parler». En tout cas, et les synchronicités de la vie sont souvent merveilleuses et à la fin de l'hiver, je reçois un message dans ma boîte de courriel de Ariane Citrinovitch. Ariane, c'est une thérapeute et coach certifiée en santé intégrative et en bien-être. Elle est spécialisée dans la gestion du stress, la prévention du burn-out et la recherche d'un équilibre de vie durable. C'est pour ça qu'elle a fondé son entreprise Happy Harry. Et là, on a fait une petite rencontre à distance ensemble, puis j'ai fait
Je l'adore. J'aime tellement son approche. Elle a vraiment une façon holistique de regarder le stress, l'épuisement. La façon dont elle travaille, c'est évidemment pas de solution miracle. Elle propose de prendre en compte différentes sphères. Je sais que d'un point de vue marketing, ça serait excellent de vous dire, dans ce podcast, on va vous donner une recette en 3 ingrédients clairs là, pour sortir de l'épuisement, mais c'est pas ça. Ça prend du temps, sortir de l'épuisement. Il faut adresser plusieurs sphères de notre vie. Il faut prendre un certain moment. Donc voilà, ça prend du temps, mais je pense que d'écouter cet épisode-ci, c'est vraiment un très beau premier pas pour mettre en place des changements qui sont durables. Donc, si vous vous sentez fatigué, débordé, stressé, que vous avez l'impression que des fois, vous faites spinner 12 assiettes sur le bout de vos doigts, là, au bout de petits bâtons, cette image-là, elle est très nichée, là, mais moi, je jouais à Vidéoway là, dans les années 90. Je ne sais pas si vous avez connu ça, Vidéoway, mais en tout cas, il y avait un petit jeu où il fallait faire spinner des assiettes. Je me sens comme ça, moi. Peut-être que vous vous sentez comme ça aussi. Donc, si vous avez envie de reprendre le contrôle de votre temps, de retrouver une vie qui est plus apaisée, qui se rapproche d'un équilibre, mais je pense que c'est un épisode qui va vraiment vous être utile. Mais juste avant qu'on entame la conversation avec Ariane, laissez-moi vous présenter notre partenaire d'amour avec qui j'aime tellement travailler. Il s'agit de Zora Biocosmétiques, une entreprise de biocosmétiques d'ici. C'est une marque de clean beauty locale. Les produits sont fabriqués à Montréal. Ce sont des produits bio, certifiés Écocert, avec des ingrédients approvisionnés par le commerce équitable. Et c'est une entreprise qui prend soin des humains, de la planète, de notre peau. Les valeurs de Zora sont parfaitement alignées avec les miennes et avec les vôtres, je présume. Et là, je vais vous faire découvrir un produit que j'utilise depuis l'automne, que j'adore. C'est le masque Révolution. Hein, on parle souvent de la révolution à l'école de la vie, mais là, c'est le masque Rêve-volution, en tout cas. Le masque Révolution, là, c'est pour les gens comme moi qui ont à la fois des signes de vieillissement, mais aussi des fois des petits boutons, hein? Le beau jackpot, là. On pensait que ça allait finir, l'acné, les boutons, hein, en vieillissant, mais non, c'est possible d'avoir les 2 en même temps, hein, quand on est choyé là, par la vie. Alors ce masque-là, c'est parfait si vous avez une peau comme la mienne parce que ça va venir à la fois régulariser la peau et l'apaiser grâce aux propriétés antimicrobiennes de l'argent pur. L'argent pur, là, c'est super bon contre... Ça enlève les microbes, cette histoire-là. Donc, ça va aider les boutons à guérir, à cicatriser. Mais tu sais, on ne va pas ressortir de là avec une peau super desséchée parce qu'il y a tellement d'hydratation dans ce masque-là. Ça va vraiment venir repulper la peau. J'adore ça parce que ça me donne vraiment... Bien, je sais qu'on parle de coup d'éclat, là, puis on est comme, c'est quoi ce fameux coup d'éclat? Mais c'est justement, c'est comme, on calme l'inflammation de la peau avec les boutons et on vient hydrater. C'est mon meilleur ami quand je suis dans ma phase lutéale et je ne suis pas la seule à triper sur le masque Révolution parce qu'il a été nommé meilleur masque crème en Amérique du Nord au Clean Beauty Awards. Hein? C'est un masque champion, ça. Donc, pour vrai, si vous êtes de la génération milléniale en montant, genre vous avez connu les Tamagotchi puis le Canal Famille, là, et peut-être aussi Vidéoway, vous vous qualifiez pour bénéficier des propriétés de ce masque. Donc, si vous avez envie de rajouter des produits de Zora Biocosmétiques à votre routine, je vous invite à utiliser le code exclusif aux auditrices et auditeurs de l'École de la vie, Vanessa25, pour obtenir 25 % de rabais sur votre commande en ligne sur le site de zora.ca. Zora avec un H. Merci Zora de soutenir l'École de la vie. C'est un apport qui est immense. Je ne pourrais pas offrir ce contenu-là gratuitement plusieurs fois par mois si ce n'était pas de partenaires comme Zora. Donc, merci Zora et à vous, je vous souhaite un bel épisode. Au Québec. Salut, je m'appelle Vanessa Pilon et je vous souhaite la bienvenue à l'École de la vie. Un endroit, mais pas vraiment un endroit, là, c'est plus comme une émission, un balado, où l'on apprend enfin des choses qui nous sont réellement utiles pour mieux naviguer cette affaire à la fois le fun et bizarre qu'est l'expérience humaine. Bon épisode? Ouais, le bon épisode, je suis pas sûre.
Ariane, merci d'avoir accepté mon invitation, d'avoir fait la route jusqu'à Granby. Mais bienvenue. Merci. Je suis super contente d'être là. As-tu envie de nous raconter un peu ton histoire? Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet de l'épuisement, du stress? J'ai l'impression que c'est quand même interrelié avec ton parcours plus personnel. T'es pas lointaine au sujet du burn-out, disons. Non, c'est sûr qu'après en avoir vécu deux, je suis pas mal familière avec tout ce qui se passe et tout ce qui peut se passer. Fait que c'est ça, moi j'ai vécu mon premier burn-out à, je pense, 23 ou 24 ans. Donc quand même très jeune. Puis j'en ai vécu un deuxième, comme 2 ans plus tard. Mais avant même de parler de l'histoire du burn-out, je pense que ça a été aussi tout un terrain. On n'arrive jamais au burn-out du jour au lendemain. C'est une succession d'événements, c'est plein de facteurs qui sont mélangés, puis c'est quand même très personnel. Il y en a qui vont le placer très lié au travail, mais évidemment, ça peut être émotionnel. Il y en a qui vont parler de burn-out, burn-in. Il y a tellement de notions aujourd'hui. Puis c'est ça, c'est super intéressant parce que c'est quelque chose qui, il n'y a pas encore si longtemps, concernait surtout des hommes ou des femmes de 40 ou 50 ans qui étaient au top de leur carrière, mais qui n'en pouvaient plus. Et aujourd'hui, on voit que ça touche de plus en plus les jeunes professionnels, oui, mais aussi des jeunes universitaires, même des jeunes à l'école. Donc il y a vraiment un phénomène qui s'intensifie. Je pense qu'il est lié à bien des choses qui se passent dans notre société. Mais pour en revenir à moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un gros débalancement hormonal de mon côté. Il y a eu comme tout un terrain dépressif, gros troubles anxieux, fatigue chronique qui s'installait, beaucoup de stress. Puis tout ça a mené à un premier burn-out. J'ai été en arrêt de travail. Je suis retournée au travail comme un mois et demi après. Puis tout ça est arrivé comme pendant/juste après la pandémie. Donc voilà, à ce contexte-là aussi. Je suis retournée au travail, les choses avaient beaucoup changé. Puis comme 1 an après, deuxième burn-out, puis diagnostic d'hypothyroïdie. Donc maladie auto-immune, maladie chronique auto-immune. Puis l'hypothyroïdie, enfin la thyroïde, c'est ce qui règle nos hormones. Puis chez les femmes, c'est quand même assez courant. Et puis en fait, tout ça, je l'ai su par la suite, mais était lié à la pose d'un stérilet hormonal. Fait que j'ai l'impression que le burn-out, dépendamment de comment on le regarde, comme je disais, il y a énormément de facteurs, mais je pense que c'est important d'aller comprendre, en fait, d'aller au bout des symptômes, d'aller au bout de qu'est-ce qui s'est réellement passé, quelle est mon histoire. Puis je suis pas en train de dire que du coup, toutes les femmes qui ont un stérilet hormonal vont avoir un burn-out, mais c'est quel est mon terrain personnel et qu'est-ce qui m'a amené à tout ça. Fait que je pense que dans mon sujet, c'est ça, je m'attache énormément à cet épuisement et à ce corps qui finalement lâche, mais parce que y a tellement de choses interreliées à notre santé, beaucoup plus globales. Mais tu as raison parce que moi aussi, j'avais l'idée avant que, en tout cas dans ma tête, le burn-out s'était associé à des facteurs strictement extérieurs. De, quelqu'un qui a une carrière très stressante, très exigeante, qui est justement, comme tu dis, au top de quelque chose. Puis là, on lui en demande trop. Puis à un moment donné, il y a juste une accumulation de trop. Puis la personne lâche. Ça dure un petit temps. Puis après ça, la personne, et voilà, elle peut repartir au même rythme. C'était un peu la vision que j'avais. Puis je me rends compte justement en entendant des cas différents, la diversification des cas autour de moi, même dans ma vie personnelle, de gens que je connais qui sont proches de moi, je me rends compte que c'est beaucoup plus multifactoriel que ce à quoi je m'attendais. Puis que justement, il y a un lien. C'est parce qu'on dirait qu'on essaie de compartimenter des fois la santé physique, de la santé psychologique, là, puis tout ça. Puis c'est une danse, puis il y a tellement de facteurs. Donc, c'est intéressant d'aller creuser justement sur les causes du burn-out. Puis toi, quand tu parles de ta propre situation, il y avait un lien qui était hormonal. De quoi ça a l'air, un burn-out? Tu sais, je veux dire, c'était quoi ton contexte à l'époque qui a fait que tu es arrivé à un burn-out, juste pour qu'on se mette dans un type de contexte dans lequel ça peut arriver, mettons? Je pense que pour répondre à la question, je vais quand même rebondir aussi sur ce que tu as dit par rapport au fait que dans notre vision des choses, c'est très lié au travail. Mais il ne faut pas oublier que dans la vie d'un jeune professionnel ou d'un professionnel tout court, ou même au final de quelqu'un qui est aux études, la plupart de ses heures
dans sa semaine sont reliés à son travail ou à l'aspect plus professionnel ou encore une fois d'études. Fait que ça contribue pour beaucoup. C'est comme un des facteurs majeurs. Ça reste que c'est notre relation au travail. Mais à ça, c'est aussi la valeur qu'on attache à ça. Et en miroir ou peu importe, c'est la valeur qu'on attache à nous-mêmes. Fait qu'à quel point je m'identifie à mon travail, à quel point je m'identifie à mes études, à quel point est-ce qu'en fait je deviens le travail. Et donc, très souvent, c'est là où il commence à y avoir un décalage. Et c'est ça qui va contribuer au terrain du burn-out. En tout cas, de mon expérience, de mon ressenti, parce que des études, ça reste que c'est quand même assez récent. Il y en a qui vont être très... il y a des chercheurs qui ont fait des travaux exceptionnels, mais qui vont avoir un œil très spécifique sur un des points du burn-out, qui donc vont vraiment regarder juste ce qui s'est passé sur la sphère au travail, ou juste sur la sphère émotionnelle de la personne, ou juste sur son terrain, avec vraiment un angle d'attaque. Et c'est là où ce que tu as dit, c'est tellement multifactoriel. Et moi, je reviens vraiment à ce côté de prendre la santé dans son ensemble. C'est ce qu'on appelle la santé intégrative, la santé holistique. Elle a plein de noms. Mais c'est un peu ce côté de comprendre l'aspect émotionnel, psychologique, mental, mais aussi physique et même une dimension spirituelle dans la relation. Moi faisant partie d'un tout plus grand. Fait que, appelez-le après comme on veut, mais c'est ça aussi. C'est cette dynamique. Fait que pour en revenir à moi et le contexte... Le contexte, c'était une jeune Ariane qui savait pas encore trop qui elle était dans la sphère du travail, qui s'identifiait énormément à son travail, qui avait fait des études en administration et marketing et qui avait une mentalité quand même très carriériste de « OK, j'ai fait des grandes études, maintenant il faut que je le mette en application, puis c'est un milieu professionnel, c'est nouveau, il se passe plein de choses ». Puis on gravit les échelons au fur et à mesure. On arrive dans une situation où tout se casse la figure un peu du jour au lendemain. Je parle de la pandémie. Donc, perte de travail, perte de repères. Tout le monde est mis un peu en stand-by. On ne sait pas trop ce qui se passe. Et il y avait déjà des choses qui s'étaient accumulées auparavant, évidemment. Mais ça a été comme un gros déclencheur. Il y avait aussi la notion du salaire. On parle de s'identifier en termes de valeur, mais quand on est jeune, salaire égale valeur. Donc oui, il y a tous les autres avantages, oui, il y a le bien-être au travail, oui, il y a les relations avec les collègues, etc. Mais si tu te bats pour quelque chose, puis qu'en fait on te dit non, et que tu as l'impression que c'est pas justifié, ça fait mal, puis là, tu te sens blessé, il y a un travail à faire. Fait qu'il y a eu ce décalage-là aussi qui s'est créé. Après, il y avait aussi beaucoup de choses sur la sphère personnelle. Je suis quelqu'un de très sensible. Puis c'était une époque où, même en termes relationnels, c'était plus compliqué. J'ai perdu mon père comme 2 ans auparavant. Il y avait encore des choses à démêler dans tout ça. Donc, il y avait tout un terrain. Il y a une situation qui a été comme la chose qui a fait déborder le vase un petit peu. Et puis après, il y a tout ce qui s'est passé derrière. Et on parle souvent de système de support. Qui n'était pas forcément là. Je suis quand même expatriée, ça fait quasiment 12 ans que je suis au Québec, mais donc ma famille n'est pas ici. Donc c'est ça, on reste humain, on a besoin de relations, et je les avais pas nécessairement. On était en plus de ça isolés. Fait que bref, ça c'était un peu, je te dirais, le départ. Puis à ce moment-là, c'est aussi au moment où j'ai commencé à avoir des symptômes dépressifs. Avant que je sois en burn-out, il y avait comme cette espèce de lourdeur, de dépression, de je me reconnaissais pas trop, etc. Puis ça, c'était même avant la pandémie. Mais à aucun moment, j'avais fait des liens avec mon stérilet ou un débalancement hormonal. Puis maintenant, c'est facile de voir avec le recul, mais j'avais aussi le syndrome prémenstruel, c'était complètement déréglé. C'était de pire en pire. C'est aussi ça qui m'a causé des problèmes dans certaines relations amoureuses. Mais c'est difficile de savoir. Tu es jeune, tu vis tout ça en même temps, puis tu es comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Des fois, c'est dur aussi de créer le lien entre 100%. Toutes sortes d'éléments qui sont disparates ou qui ont l'air de juste être anecdotiques. Ouais. Puis on nous apprend pas à le faire. On nous apprend à aller chez un spécialiste pour parler d'une chose. Et pour moi, c'est aujourd'hui ça le problème. Puis je pense qu'on l'abordera après, mais c'est aussi pour ça que j'ai créé la pratique, mon approche, de dire genre il y a besoin d'un accompagnement global pour vraiment faire comme le topo et le cheminement de tout ce qui s'est passé pour comprendre, en fait. Parce que sinon, tu continues à traiter des symptômes, tu continues à
à focuser sur une chose, mais sans relier le reste. Fait que t'as jamais, en fait, le big picture ou la peinture finale. T'as toujours des bouts. Mm-hmm. Puis, Fait que, ouais. j'ai l'impression, en tout cas, des histoires que j'entends autour de moi, puis je sais pas si c'est validé par les statistiques, mais j'ai l'impression que souvent un burn-out ne vient pas seul. Là. Il y a souvent des spéciaux 2 pour 1, ils sont en solde. Ouais. Mais que souvent, ça va réarriver parce que, je sais pas, est-ce que c'est parce on va aller justement mettre notre attention sur les symptômes, puis on va pallier à tout ça, on va aller adresser peut-être un morceau. Du grand schéma de tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que tu as remarqué aussi avec les gens avec qui tu travailles? Mais toutes les personnes avec qui je travaille, déjà, très souvent, elles viennent consulter lors de leur deuxième burn-out. Parce que le premier, elles s'en rendent compte seulement après de dire « Ah oui, je pense qu'en fait, j'en avais fait un avant. » Fait qu'il y a tout ce temps aussi d'intégration et de prise de conscience. La façon dont moi je le vois, c'est pas un deuxième burn-out en fait que j'ai fait. C'est que oui, il y a eu comme 1 an de séparation entre les deux, même un peu plus d'ailleurs, mais c'était la suite. C'est qu'en fait, j'ai pas soigné ou j'ai pas guéri ce qui s'était passé avant. Donc mon corps, il a jamais récupéré. Tu sais, en 1 mois, quand t'as un shutdown complet, puis là on parle, c'était surtout le deuxième là, c'était suite à un massage. Je suis allée faire un massage Lomi nu, incroyable. Je recommande à tout le monde de faire ça, surtout dans un studio qui s'appelle Atma, parce que j'en ai fait d'autres qui n'étaient pas aussi bien, mais bref. Et en fait, c'est un massage très énergétique. Ça fait beaucoup circuler ce que tu as à l'intérieur de toi. Donc, j'étais à ce moment-là pas du tout dans les énergies en soi. On m'en parlait, puis c'était bien correct. Moi, je suis quand même dans un background très terre-à-terre. J'ai fait des études en admin. Je suis directrice marketing quand même dans ma vie de tous les jours. Puis voilà, tout ce qui était spirituel, mettre des mots, même le mot holistique, dis-toi, c'était comme « Oula, de quoi on me parle ?» Ça, c'est quand même très drôle. Mais ouais, j'ai fait ce massage-là et en fait, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et je suis rentrée chez moi, je ne pouvais plus me lever. Wow. Okay. Donc, heureusement que c'était à côté de chez moi. Pendant 10 jours, j'ai dormi plus de 14 heures par jour. Genre, c'était shutdown. Je ne pouvais plus me nourrir, je ne pouvais plus tenir debout. J'ai un chien, je ne pouvais plus sortir. C'était fini. Puis c'est là où j'ai dit, OK, il y a autre chose. Donc ça, c'était ma rechute. Mais je pense qu'en fait, c'est ça, c'est que suite à un burn-out, ton corps te parle. Puis généralement, on ne l'écoute pas parce qu'on n'est pas habitué à l'écouter. Mais il te dit, là, c'est comme, c'est fini. Et tu as un arrêt de travail parce que c'est ce qui t'est donné. Donc, OK, tu prends 1 mois, peut-être 2, parfois plus pour toi. Tu te reposes. Est-ce que tu entreprends un travail sur toi? Parfois, oui. Moi, dans mon cas, c'était plus, j'ai écrit des choses. Puis, tu sais, il y avait vraiment j'avais plus le goût de rien. Moi, je suis quand même quelqu'un qui aime la vie, qui va toujours trouver une manière de continuer, d'avancer, de se dire, OK, mais ce qui se passe là, c'est horrible, mais je suis capable de le surmonter, puis j'ai envie. Enfin, voilà, j'ai toujours eu ça. Mais là, je ne trouvais plus rien qui me faisait du bien. Toutes les choses que j'aimais, elles n'avaient plus aucun goût. Toutes les personnes avec qui, avant, j'aimais passer du temps, c'était fade. Tout était comme lissé, triste. Il y avait vraiment ce côté lourd, une lourdeur. Peu importe ce que tu faisais, t'étouffes, tu te noies complètement. Et donc oui, premier burn-out, je m'arrête. Mais en fait, ça a continué à se dégrader puisque j'ai jamais réellement adressé qu'est-ce qui s'était passé ou j'ai continué à me remettre dans un rythme de travail, à m'oublier, à pas avoir d'espace pour moi, etc. On dirait que du moment où ça va un peu mieux, on se dit c'est reparti. Puis je pense que le gros problème, c'est que les gens cherchent. Enfin, j'ai pas envie de dire, je vais pas parler pour les gens, je vais parler pour moi, mais moi, en tout cas, j'ai vraiment. Je n'avais qu'une envie, c'était retourner à qui j'étais avant. Avec les mêmes capacités, qui était capable de tout faire en même temps, d'exceller au travail tout en ayant une vie sociale, tout en faisant mon sport, tout en faisant là, ci, ça. Mais en fait, il n'y a plus... La toi d'avant, là, elle est brûlée, elle n'existe plus. Puis ça a été vraiment ça, la prise de conscience lors de mon deuxième burn-out, qui est revenu encore plus fort que le premier. Mais où là, je me suis vraiment dit, OK, en fait, je me sens hyper fragile, mais... c'est parce que je ne veux plus retourner en arrière. J'ai plus envie d'être cette version-là de moi. Et effectivement, j'ai dû tout reconstruire, tout rebâtir. Puis
avancer, mais différemment. Donc, laisser aller cette version-là qui était finalement erronée et qui n'était pas alignée. Donc, retrouver aussi un rythme beaucoup plus naturel et me faire confiance à travers tout ça. Mais ouais. Qu'est-ce qui a changé justement dans ce deuxième, cette partie 2 du burn-out où tu es allé plus adresser ce qui était en dessous, ce qui était plus profond, où tu es entré dans une transformation qui était Ouais, c'est une bonne question. plus grande? Je me suis jamais posé la question comme ça. Qu'est-ce qui a changé? Je pense que ça a été la prise de conscience de... En fait, au moment du deuxième burn-out, c'est là où en fait j'ai fait des prises de sang et c'est là où j'ai réalisé que le diagnostic d'hypothyroïdie est tombé. Et en fait, ce qui m'a amené à ça, c'est qu'avant même de faire ce fameux massage qui m'a juste shut down, ça faisait quelques mois qu'en fait j'avais des gros soucis au niveau du bas-ventre, col de l'utérus et autres. Puis j'avais beaucoup de douleurs. Donc c'est là où j'ai commencé à faire des liens aussi avec mon stérilet, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, au moment où j'ai fait ce shutdown, je suis allée chez le médecin et en fait, j'avais une énorme inflammation. Donc, quand je dis à quel point le corps nous parle, ça faisait tout ce temps-là qu'il m'envoyait des signaux quelque part, mais que non, let's go, on continue. Et donc, ouais, au moment où tout ça est arrivé, diagnostic d'hypothyroïdie, et en fait, je pense que le déclic, ça a été au moment où j'ai eu la chance d'avoir un médecin de famille qui a été énormément à l'écoute. Parce que j'ai entendu des histoires d'horreur quand même auprès d'amis à moi où, en tout cas, elles n'étaient pas du tout écoutées. Tu te sens très seule là-dedans. Fait que je me suis quand même sentie très seule. Il y a eu à d'autres moments, des moments où je me sentais dévalorisée ou que ma parole par rapport à ma santé n'avait pas de valeur. Mm-hmm. Puis je pense que ça, vous l'aviez adressé dans un autre épisode, l'aspect de être participant, challenger aussi ce que le corps médical nous dit parce que tu te connais mieux que personne. Mais ouais, moi, on m'a en fait dit, avec ce que tu as et vu tes taux, il te faut un traitement à vie, en fait. Il te faut des médicaments parce que, en fait, une chose en entraîne une autre. Donc, c'est ton foie, c'est tes reins, après, c'est les organes qui vont prendre. Et puis, on te dit ça, tu connais rien. C'est qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais 27 ans à l'époque. Non, je veux pas avoir un traitement à vie, en fait. J'ai pas envie de prendre des médicaments et de me dire qu'est-ce qui se passe après. Oui, ça tombe comme une condamnation. Là, pour la majorité des gens, on se dit, ça va être ça. Puis voici ma vie à partir de maintenant. Puis qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille que peut-être il y avait un autre chemin ou qu'il y avait une guérison qui était possible? Comment... est-ce que tu t'es mise à faire des recherches, tu t'es mise à consulter des professionnels pour te dire, OK, je peux prendre les choses en main, puis j'ai envie de reprendre ma guérison. Ouais, je pense que là, c'est là où il s'est passé quelque chose quand même d'assez magique, malgré le fait que j'étais faible comme pas possible, puis que je dormais ce fameux 14 heures par nuit. J'avais comme en soi aucune énergie, mais j'ai trouvé une énergie vitale de faire ce cheminement-là. Et je pense que ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ou en tout cas ce qui a été le déclencheur, outre le diagnostic et se dire que là, ta seule option, en gros, c'est un traitement médicamenteux à vie. Puis on m'avait aussi avisé, c'est le genre de médicament où c'est très difficile de s'en sortir après, d'arrêter, quoi. Mm-hmm. Donc, je me suis juste dit, en fait, étant donné que tout ça est quand même intrinsèquement lié à mon stérilet. Puis ça, c'est quelque chose que mon médecin ne pouvait pas valider. C'est-à-dire que la médecine n'a pas prouvé, n'a pas fait de lien direct entre stérilet hormonal et burn-out, par exemple. Donc, il ne pouvait pas me dire, ton diagnostic d'hypothyroïdie est lié à ton stérilet hormonal. Mais je n'ai pas besoin d'un diagnostic médical. Il y a des moments où je dis qu'il faut aussi réussir à se faire confiance, puis savoir où ton corps t'emmène ou qu'est-ce qu'il te dit. Mais moi, je le savais qu'une fois que ce stérilet était sorti de moi, mon corps il allait pouvoir se réparer, se régénérer, que j'allais réussir à restabiliser justement mes taux et que les choses allaient peu à peu rentrer dans l'ordre si je revoyais aussi toutes mes habitudes de vie. Et ça a été aussi une grosse déconstruction de se dire, OK, il y a des choses que je pensais être très saines ou, me dire, je fais quand même du sport tous les jours, j'ai un chien, donc je fais des balades, j'ai des amis, ma vie, cool, quoi, ça allait bien. Mais en réalité, non, il y avait plein de choses qui n'étaient pas saines.
le sport à outrance notamment, la culture du régime. Bon, ça, c'est plein d'autres sujets, mais j'ai grandi en me disant, tu sais, le fameux calorie in, calorie out. Fait que si je mange 200 calories, il faut que j'aille courir pour 200 calories pour les perdre. C'est terrible. Tu sais, il y a eu des facteurs aggravants. L'hypothyroïdie, c'est pas juste lié à mon état de fatigue et au stérilet hormonal, c'est aussi lié à mon alimentation et à plein d'autres choses. J'ai comme complètement coupé les gras à un moment donné parce que j'avais peur parce qu'en fait, je prenais du poids à cause de l'hypothyroïdie. Je stockais plus, etc. Puis à cause du stress aussi. Enfin, là aussi, il y a plein de facteurs. Mais donc, moi, ma réaction, ne connaissant rien, c'était OK, bah là, je prends du gras, fait que je coupe les gras. Donc, j'ai juste comme arrêté l'huile, arrêté le beurre, arrêté les avocats, tout ce qui avait le plus de gras possible. Sauf qu'en fait, on est des femmes, on a besoin, notre système hormonal a besoin de protéines et de gras et en tout cas, plein d'autres choses. Mais voilà, je pense qu'en fait, on manque de connaissances, beaucoup. Ouais, ben des fois, on fait juste prendre certains faits qui nous agacent, là, ce qu'on a envie d'adresser, qui est plus dans l'immédiat. Là, des fois, c'est lié à l'image corporelle, mais bon, des fois, c'est des symptômes physiques ou peu importe. Puis on fait juste adresser ces choses-là de façon séparée. Puis finalement, en pensant bien faire, on se nuit. Ouais. Mais c'est qu'il n'y a personne pour nous accompagner d'un point de vue qui est plus global, qui a des pas de recul, qui est capable de regarder tout ce qu'on fait, puis tracer des liens entre nos habitudes. Puis je pense que c'est quelque chose qui manque beaucoup, puis on l'a adressé dans d'autres épisodes du podcast, mais je trouve ça intéressant de le regarder aussi appliqué sur un cas justement d'épuisement, puis de comment est-ce que justement par des petites habitudes qui ont l'air belles sur papier, puis des fois, on regarde des trucs sur les médias sociaux, puis et hop, un petit conseil par-ci, un autre petit conseil par-là, puis on se dit, parfait, je vais m'acheter de la spiruline, puis je vais faire ça, puis je vais arrêter ici. Puis finalement, on pose plein d'actions, mais qui n'ont pas nécessairement de sens entre elles. Exact. Puis c'est ça aussi, des fois, je pense que on est tellement habitué de se débrouiller par soi-même, puis aussi parfois l'expérience médicale peut être invalidante, comme tu l'as vécu. Donc on se dit, bon, mais je vais aller tracer mon chemin par moi-même, puis je vais aller me débrouiller, mais finalement, ça non plus, c'est pas nécessairement la meilleure des options. La meilleure option, mais tu sais, je pense dans ce que j'ai, enfin tout à l'heure dans ta question, il y avait aussi l'aspect qu'est-ce qui m'a aidé ou c'était quoi justement le type d'accompagnement et autres. Ben, je vais pouvoir l'aborder parce qu'il y a eu tellement de choses. Il n'y a pas juste eu le médecin de famille ou autre. Là, il y a eu une mise en place de tout un système et de beaucoup de personnes et de professionnels qui ont été impliqués. Mais par rapport justement aux habitudes de vie, c'est de se dire, déjà, c'est très difficile parce qu'on est dans un système où il y a plein de tendances. C'est clairement sur les réseaux sociaux, puis il y a beaucoup de choses qui focalisent justement sur le physique versus le mental et qu'est-ce que ça te fait de faire ça, peu importe ce que c'est. Est-ce que ça te fait te sentir bien ou est-ce que tu le fais juste pour guérir une partie physique de toi, pour perdre du ventre, avoir des abdos, avoir le bikini body, ce genre de choses. Je trouve surtout chez les femmes, c'est très difficile. Mais déjà, se poser la question, comment je me sens? Comment ça me fait me sentir? Comment ça me fait me faire sentir? Ouf, c'était difficile à dire. Puis il y a aussi le côté, en termes d'habitude de vie, en termes de solutions, déjà, il n'y en a pas une de solution miracle. Quelque chose qui va très bien marcher pour une personne ne va pas marcher pour une autre personne. Puis, il y a tellement un brouhaha d'informations. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est il y a tellement d'outils. Il y en a tellement. Et il y en a tellement qui sont gratuits, disponibles en tout temps, en tout lieu. Il n'y a pas besoin de dépenser des 1000 et des 100. C'est vraiment juste de, encore une fois, revenir à soi, se connaître et se dire, OK, qu'est-ce qui résonne en moi? Puis là-dedans, c'est aussi l'impermanence des choses. C'est-à-dire quelque chose qui fonctionne super bien pour moi pendant 1 an, peut-être que l'année d'après, OK, c'est bon, fini. Puis je passe à autre chose. C'est correct, ça marche aussi. Puis parfois, c'est même plus court, des cycles de saison. En hiver, j'ai besoin de me réveiller plus tôt qu'en été, ou l'inverse, tout simplement. Mais c'est de se dire, OK, il y a des moments, j'ai besoin d'un réveil actif, dynamique. Il y a des fois, j'ai besoin d'un réveil très doux. Peu importe ce que c'est de trouver des techniques et des outils qui résonnent. Puis oui, il y en a des centaines de milliers, des outils, mais c'est correct. Tu n'as pas besoin de tous les utiliser. Puis si tu as des amis qui ont essayé A, B, C, D et que toi, tu te sens mal parce que tu as essayé D, E, F, G, puis là, du coup, est-ce que tu peux comparer? Fais ce qui te fait du bien. Dans tout ça, j'entends comme une reprise de
de pouvoir ou d'agentivité sur ta propre vie. Puis ça passe par les habitudes et tout. Puis là, pour les gens qui sont en train de nous écouter, qui sont peut-être pas dans un état d'épuisement ou qui sont peut-être juste fatigués ou juste stressés. Mettons parce que j'ai l'impression que c'est pas du jour au lendemain non plus l'épuisement puis le burn-out ou le stress chronique. J'ai l'impression que ça va par palier. On atteint une espèce de petits paliers de stress ou de fatigue, puis finalement, on s'habitue, puis on est comme, bon, ben c'est ça la vie, puis on apprend à vivre avec nos mots, puis on normalise, on les banalise. Oui, puis on dirait que normal. Puis le dénominateur commun de notre société en ce moment, c'est juste qu'on dirait tout le monde est fatigué, puis tout le monde est stressé, puis on est comme, ben écoute, ça doit être ça la vie maintenant, dorénavant. Puis c'est ça, c'est banalisé, c'est normalisé, mais c'est pas parce que quelque chose est normal et répandu que c'est sain ou qu'on doit l'accepter. Puis, donc, pour les gens qui ressentent du stress ou qui se sentent fatigués en ce moment, qu'est-ce qui est la plus grande cause de stress? Qu'est-ce qui fait en ce moment que, entre guillemets, tout le monde... C'est pas tout le monde, là. Il y a des gens qui prennent très bien soin d'eux puis qui sont dans d'autres choses. Là. Je veux pas juste dire que c'est tout le monde, mais qu'est-ce qui fait en sorte que c'est quelque chose d'aussi répandu, d'aussi normalisé? Qu'est-ce qui, dans nos modes de vie ou dans notre culture, nous amène à être dans cet état-là de façon, j'ai l'impression, un peu perpétuelle? Et je vais m'inclure là-dedans. Là. Je veux pas parler des gens. Moi, en ce moment, je me sens stressée, je me sens fatiguée. Et pourtant, on dirait que j'habite à la campagne, j'ai des pratiques de bien-être, je fais des choses qui me semblent bien. Puis là, je me regarde, je suis comme, mais je suis encore sur le bord de l'épuisement depuis tellement d'années. Qu'est-ce qui fait qu'on est là-dedans? Est-ce qu'il y a des habitudes? Est-ce que ça vient d'où? Excuse-moi, j'essaie vraiment de comprendre comment ça se fait que malgré tout ça, malgré que... Puis les gens qui écoutent le podcast, souvent, sont des personnes qui sont quand même assez conscientes, qui ont des pratiques de bien-être, qui ont une spiritualité, un monde spirituel qui est quand même développé. Qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, on s'épuise? C'est-tu la faute de la société? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que là-dedans, il y a beaucoup de choses aussi. Oui, moi, je le vois à travers là, les dernières années, depuis que je pratique aussi, je veux dire que j'ai une clientèle, les mêmes problèmes reviennent. Donc, même si chaque personne est unique, puis ça, pour moi, c'est très important, fait que les facteurs ne vont jamais être les mêmes, mais on fait partie d'un grand tout. Donc, que ce soit nous sur cette planète, nous dans notre société, nous, je veux dire, au Québec, peu importe où on fait partie et on est dans un certain rythme, si tu veux. On est dans un certain cycle, on appartient à notre environnement d'une certaine manière. Et étant donné qu'on a tendance à quand même beaucoup se comparer, vu qu'on est des êtres sociaux, relationnels, il y a aussi eu l'arrivée évidemment des réseaux sociaux, on parle des médias, on est constamment aussi porté vers l'extérieur. Mais je pense qu'il y a deux choses là-dedans. C'est qu'on s'est non seulement complètement, ou en tout cas très souvent oublié ou mis de côté, on a mis notre valeur dans des éléments extérieurs à nous, donc le travail, nos relations, etc. Donc on a comme perdu cette propre échelle de valeur interne, qui est très puissante et très forte. Et on est quand même dans une société dont le rythme n'a plus rien de naturel. On pense notamment en ce moment à l'accélération de tous les processus, de toutes les technologies. L'IA, c'est fantastique sur bien des affaires. Mais réellement, la vitesse à laquelle tout ça va, c'est pas humain. Puis, il faut savoir aussi l'épuisement, le burn-out, tout ça. Le terme médical, ou un des termes en tout cas, c'est un trouble d'adaptation. Okay? Moi, j'ai été arrêtée pour trouble d'adaptation. Que mon médecin m'a clairement dit, c'est le burn-out, quoi. Et quand tu penses à ça, tu te dis, bah oui, mais coudonc, même si tu habites à la campagne et autres, tu t'adaptes constamment au rythme aussi quand même de ce qui se passe autour de toi, de cette société de surconsommation. On a accès à tellement de choses, il y a tellement d'options. Enfin, tu sais, c'est wow, ça n'arrête pas, quoi. Donc, c'est aussi de se dire, il y a cette notion de revenir à l'essentiel, revenir à un rythme naturel. Puis, tu sais, j'ai encore pas parlé de tout ça avant, là, mais moi, quand j'ai vraiment été dans ce chemin de guérison, mais ça a été la première chose que j'ai faite. Revenir à un rythme naturel, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire déjà apprendre à vivre en dehors du travail, recréer cet espace pour moi. Mais ça a été
le focus numéro 1, c'était calmer mon système nerveux. Parce que le stress, ça voulait dire quoi? C'est à la zone verte, la zone rouge. Je ne vais pas tout rappeler parce que je pense qu'il y a eu plusieurs personnes dans le podcast qui en ont parlé. Le fameux système parasympathique et sympathique, les freeze, fight or flight, donc les réponses de notre système nerveux. Mais aujourd'hui, en fait, on est bloqué dans la zone rouge, où c'est notre système sympathique qui est constamment activé. Constamment. C'est quoi les moments où tu es dans ta zone verte, en mode le fameux rest digest, où tu peux vraiment, tu sais, en fait, t'auto-nettoyer, te détoxifier, digérer, te réparer de l'intérieur, parce que c'est à ce moment-là où ton corps il est capable de faire ces fonctionnalités-là. Mais si même la nuit, ton mental, il embarque constamment parce qu'il est stressé par rapport à tes projets, par rapport à ton travail, par rapport à « Oh my God, est-ce que j'ai répondu à un tel ou une telle par rapport à tel truc qu'il m'a demandé ?» Parce qu'on gère tellement d'informations. Fait que c'est ça aussi, on n'est plus dans le monde juste réel. On est dans un monde virtuel en plus, fait qu'on a 2 mondes à gérer. Et si encore le monde virtuel, si on peut dire que c'en est un, je ne sais pas, il y en a 15 dans un monde virtuel. Fait que tu sais, c'est cette charge-là constante. Je l'avais jamais vu comme ça, mais c'est ça, c'est qu'il y a la vie, là, comme je dois faire le souper, il y a du lavage qui s'accumule, j'ai ma maison, j'ai des amis, j'ai mon amoureux, j'ai la vie, là, ma fille arrive, elle a des devoirs à faire, peu importe, là, comme, il y a toutes sortes de choses à gérer, le chien qui va aller dehors, ma voiture, le garage, blablabla. Et là, j'ai mes impôts à faire, d'ailleurs, il faut que je les fasse. Il y a tout ça, et là, ensuite, t'as raison, il y a comme un nouveau monde qui s'est construit à l'extérieur, qui est virtuel, mais qui est tout aussi prenant. Puis on ne ferme pas le magasin, là. Il n'y a pas des heures d'ouverture et de fermeture. C'est ça, il y en a zéro. Il n'y a pas. Et d'ailleurs, dans The Anxious Generation de Jonathan Haidt, que je recommande à tout le monde, on comprend extrêmement... Enfin, lui, il prend vraiment le focus sur les jeunes générations, la Gen Z. Mais ça nous touche aussi tous parce qu'en fait, on évolue tous dans ce milieu-là avec justement les réseaux sociaux et ce monde virtuel qui n'a aucune limite. Ouais. Aucune limite. Toutes les applications qu'on connaît tous, les TikTok, Instagram, même maintenant LinkedIn qui suit ça, etc., où c'est juste du bottomless scrolling, je m'excuse pour les mots anglais, mais où c'est juste du non-stop et il n'y a pas de limite. Il n'y en a plus. Donc, laisse ça entre les mains d'un adulte. Ouais, il va souvent devenir addict et il va quand même scroller pendant bien des heures à faire des trucs qui n'ont pas toujours grand intérêt. On a l'impression que ça nous fait du bien, sauf que derrière, ça nous fait très mal dormir et bon, on tombe dans d'autres choses aussi. Parce mais que c'est juste la nouvelle information qui rentre. Exact, alors qu'on est déjà sursaturé d'informations. On est comme, je vais relaxer en me rajoutant de l'information. C'est ça. Et puis ça, c'est dans les 7 piliers du bien-être, tu sais, l'aspect se nourrir. C'est pas juste ce qui est dans ton assiette, c'est aussi tout ce qui entre en toi. Donc, tout ce que tu dois digérer d'une façon ou d'une autre. Fait que tout l'aspect visuel, ce sont des stimuli, tu dois les digérer, tu dois traiter l'information, tout ce que tu entends, ça en fait partie. Mais tout ce que tu donc vois et entends sur ton téléphone, ça en fait partie aussi. Et puis tout ça, c'est pas digeste. On n'est pas fait pour traiter autant d'informations. Et donc, on en retombe aussi à ce trouble d'adaptation de je dois constamment m'adapter autant au travail que dans mon environnement, que dans ce fameux monde virtuel, de changer de manière de faire, manière d'être, tout ça. Et c'est énorme, en fait. Donc, il y a toujours de l'information qui entre. On est hyper connecté. Et je pense que tu mets le doigt aussi sur... Il n'y a pas vraiment de pause. Tu sais, quand tu parles du rythme naturel, ce serait... Bien, on le sait, je pense que poser la question, on a une image là, qui peut nous venir en tête du rythme qui est plus naturel, c'est-à-dire peut-être un peu plus aligné sur les cycles de jour et de nuit, de prendre des pauses, d'avoir des moments où on n'est pas dans l'hyperconnectivité comme on est. Ça avait l'air de quoi pour toi, disons, le rythme naturel, puis quand tu veux inviter les personnes qui te consultent à retourner à un rythme qui est peut-être un peu plus naturel, ça ressemble à quoi? Et je veux juste ouvrir une parenthèse. Ça m'a fait rire parce que moi, sur la route, en venant ici, je me suis bu un matcha. Puis là, toi, en arrivant, tu as pris une camomille. Puis là, je me suis dit, tu vois, juste ça, là. Juste ça, comme comment est-ce qu'on perçoit ce qu'on doit faire pour avoir un échange. Toi, tu es dans quelque chose qui va te détendre un peu plus, je sais pas. Puis là, moi, je suis comme, non, productivité, il faut que je sois vraiment réveillée. Mais en tout cas, c'est vraiment une parenthèse, c'est anecdotique. Mais justement, comment est-ce qu'on perçoit de quoi doivent avoir l'air nos journées, comment on doit être dans nos journées, en tout cas. C'est très dur comme question. Puis moi, ce que je vois le plus, c'est la culpabilité qui vient avec l'aspect de prendre des pauses.
j'ai pas eu une cliente, puis je dis j'ai plus de clientes que de clients, mais j'ai pas eu une personne qui était à l'aise de prendre des pauses. Et puis là, on parle de dizaines de personnes. Il n'y a pas une personne qui, un jour, est venue et avait besoin d'accompagnement et qui était comme « Non, moi, je prends vraiment du temps pour moi, je prends mes pauses, c'est pas toujours idéal. » Mais non, pas une. Et il y avait toujours ce côté de « Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à prendre des pauses ?» Mais parce que tu culpabilises, en fait. Parce qu'il y a une culpabilité énorme. Puis ça aussi, moi, je l'ai vécu. De dire « Mais en fait, si je prends une pause, je suis nulle, je sers à rien. » Je ne suis pas productive, donc je fais mal mon travail. Et vu que je m'identifie énormément à mon travail, eh ben, je suis vraiment une merde. En bout de ligne, c'était ça. Et la façon dont je l'ai réintroduit et ce fameux rythme naturel, je pense qu'aujourd'hui, ce qui me permet vraiment de maintenir ça, puis c'est facile avec le recul, puis avec l'expérience. Je veux dire, clairement, moi, si j'étais... lors de mon premier arrêt de travail, si on m'avait dit « mais tout ce qu'il te faut, c'est réussir à prendre des pauses », j'aurais bien rigolé. C'est comme « ouais, facile. Et genre, une pause, ça va m'aider. » J'étais encore dans ce mindset de « ok, le sport, c'est forcément go, 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 go ». Dans toutes les actions que je posais, c'était du go, 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 go. Fait que de renverser tout ça pour revenir à un rythme naturel, c'est très difficile. Et j'ai pas de formule magique. Je ne sais pas de quoi ça pourrait avoir l'air pour quelqu'un parce que ça se reconstruit. En fait, déjà, ça se déconstruit, ce mindset-là. Et ça se fait très petit à petit, step by step. Puis c'est pour ça aussi l'importance d'un accompagnement qui n'est pas juste une session avec un professionnel, ou peut-être une deuxième ou une troisième. C'est vraiment sur un moyen terme. Moi, mon programme, c'est 6 mois, puis c'est vraiment passer à travers les up and down, c'est prendre le temps, c'est passer à travers différentes saisons, différents changements majeurs dans ta vie. Et ça se construit comme ça au fur et à mesure parce qu'il faut essayer. Il faut parfois revenir en arrière pour reprendre du temps, etc. Puis, non, c'est ça, l'aspect de ralentir pour guérir, reprendre du temps pour soi, s'autoriser ce moment-là, c'est se permettre de respirer. Puis, c'est ça, le point pour moi aujourd'hui, c'est se dire, c'est quoi l'équilibre ? C'est quoi l'équilibre que je veux avoir? Mais une balance. Une balance, c'est se dire, OK, je passe 8 heures en moyenne au travail. Mais si ces 8 heures-là, je ne prends pas de pause, je respire quasiment pas, je suis juste en mode go, 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 je suis sur mon ordi, je me retiens jusqu'à ce qu'il faille vraiment, vraiment que j'aille faire pipi, je vais faire pipi, puis je retourne au travail. J'ai ma pause midi, mais parfois c'est sur un coin de table, parfois je parle un peu aux collègues, mais bon voilà, et puis je recommence à travailler. Si ça, c'est ton rythme pendant 8 heures, t'as beau faire même 1 heure de méditation le matin, ce qui est déjà waouh, impressionnant, d'aller faire ton sport après le travail, passer un petit moment avec les enfants ou avec ton chien, etc., ça ne sera jamais assez pour contrebalancer. Puis je pense que ça, c'est un des très bons points que mon psy m'avait amené. C'était vraiment cette notion de... T'as beau me parler de ta routine du matin qui est géniale, qui dure comme 1h30, 2 heures, mais si tout le reste de ta journée, tu es là et tu ne respires pas, ce que tu as fait le matin, ça sert à rien. Ce sera pas assez. Donc tu vas continuer à t'épuiser. Tu vas être en carence de ce dont tu as besoin. Donc ouais, il y a vraiment cette notion, réintroduire les pauses. Ça a l'air de quoi, une pause, disons? Parce que moi, je fais partie... Là, tu parles de ça, puis on en a déjà discuté ensemble, de la résistance aux pauses. Moi aussi je ressens de la culpabilité. Je me dis, OK, bien, chaque pause m'éloigne de l'objectif que je veux atteindre, m'empêche de cocher quelque chose sur ma to-do list et ça va juste faire en sorte que je vais pelleter par en avant toutes les choses que j'ai à faire. Puis je vais juste être moins capable d'abattre du travail. Et pourtant, c'est tout le contraire. Ben c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à déconstruire par rapport à notre vision de la pause? Ben, il y a à déconstruire ce mindset-là. Donc, c'est déjà à coup de renforcement positif. Ça peut être des affirmations positives que tu te récites, mais c'est vraiment ce côté de je m'autorise à prendre des pauses, j'ai le droit, et puis justement, je suis assez. Peu importe ce qui résonne en toi, encore là, il n'y a pas une formulation magique, mais c'est de trouver quelque chose qui te ramène à j'ai le droit de prendre une pause. Et parce que est-ce que fondamentalement, tu crois au fait que
prendre une pause te rend non productive ou est-ce qu'au fond de toi, tu sais qu'une pause, ça a des bénéfices? Bien, c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui le sait, là, que prendre une pause, ça me fait du bien puis que j'en ai besoin. Au-delà de ça me fait du bien, c'est comme un besoin là, de pas me mettre l'attente d'être vraiment concentrée et productive et à l'affût pendant autant d'heures. C'est juste impossible de me mettre ce standard-là puis d'avoir ces attentes-là par rapport à Puis est-ce que tu as moi-même. déjà goûté aux bénéfices par la suite, le fait de justement être dans une journée peut-être plus stressante, d'avoir réussi à prendre une pause et de voir quelque chose de positif arriver par la suite dans cette journée-là? Oui, bien, ce que je vois souvent quand je m'autorise à prendre une pause puis que je vais, disons, à l'extérieur ou que je m'autorise à faire autre chose, là, tu sais, de ne pas être devant mon ordinateur, de ne pas être devant mon téléphone, de ne pas être en train de nécessairement parler avec quelqu'un, mais vraiment d'aller un peu, juste laisser mon système digérer toute l'information, là, bien, je me rends compte que je gagne en perspective, souvent. L'affaire là, sur laquelle j'étais comme je trouve pas mon idée ou c'est pas bon ou je retravaille, je bûche, je pousse. Puis là, finalement, je prends ma petite marche de 10 minutes, là, 15 minutes avec mon chien ou je vais faire un petit yoga nidra de 20 minutes. Puis là, finalement, je reviens. Je suis comme ah ben oui, c'est bien clair tout ça. Mais je l'avais pas cette clarté-là avant. Donc, je me rends compte, oui, effectivement, que des fois, la solution, c'est pas de pousser, mais c'est de prendre un pas de recul, de laisser ça... C'est ça, c'est laisser retomber les choses, ce brouillard mental qui nous empêche en fait de voir clair, c'est laisser tout ça retomber pour pouvoir mieux agir derrière. Puis il y a ce côté aussi, là tu parles de yoga nidra, pareil, il y a plein de pratiques pour prendre des pauses, mais tu l'as aussi dit, le système, encore une fois, c'est le système nerveux, tu as parlé de digestion, ben, on en revient à ça, c'est laisser le corps aussi faire ses fonctions vitales. Et il a besoin de ça pour faire un petit nettoyage. C'est comme une mise à jour ou un reset. Puis, prendre juste cet espace vraiment pour apprivoiser tout ça. Puis, ça m'a fait penser aussi pour des personnes qui ont potentiellement déjà fait de l'acupuncture ou d'autres pratiques, ou même de la massothérapie. Ben, tu sais, tu as une tension à l'épaule. Ah, le poids de la vie, c'est lourd, j'ai mal, je suis tendue. Ou même si c'est pas à l'épaule, ça peut être dans le dos, n'importe où. Tu vas voir la personne, puis tu dis « j'ai mal là ». Puis tu t'attends à avoir un traitement là. Mais généralement, le professionnel ou la professionnelle va aller faire complètement autre chose ailleurs pour faire circuler l'énergie. Parce que plus tu te concentres là où il y a le problème, moins tu le trouves. Même chose avec ce que tu as vécu. Plus tu te concentres sur l'idée qui te manque et où tu tournes en boucle sur ça et puis tu trouves pas, dès lors que tu prends du recul ou que tu vas chercher ailleurs, ça débloque la situation. Ça, c'est le principe même de genre, la vie. Là. C'est, plus tu t'acharnes sur quelque chose, moins tu verras clair. Plus tu laisses de l'espace à cette chose-là, plus il va se créer de choses. Ouais. J'ai aussi l'impression que nos attentes par rapport à ce qu'on devrait être capable d'accomplir dans une journée sont rendues ridicules. je parle pour moi, là, je me dis, il y a toutes sortes d'outils. Tu parlais de la prolifération des outils qui nous facilitent, soi-disant nous facilitent la tâche, puis on va de plus en plus vite, puis on fait de plus en plus de choses, puis on dirait que ce qui était une promesse de nous alléger, finalement, ça nous permet juste de faire plus vite et donc, on continue à avoir des attentes de faire de plus en plus. Mais ça, c'est de la résistance. Ouais. Ça, c'est de la résistance. Ça, c'est fixer ses limites. Mais pour fixer ses limites, il faut apprendre à se connaître. Il faut faire ce travail sur soi aussi. Mais non, c'est beaucoup de résistance. C'est au même titre que la surconsommation, la surproduction, tout ça. C'est de se dire, oui, c'est facile d'aller magasiner 15 tenues par semaine si j'ai envie. Parce que ça coûte pas cher, mais ça exploite des populations entières, etc. Mais oui, c'est possible parce que c'est accessible. Au même titre que d'aller voyager, l'avion pendant très longtemps, c'était super accessible. Donc, tout est rendu tellement accessible que go, on le fait. C'est pas parce que c'est accessible qu'on doit y aller. J'en parlais ce matin avec mon conjoint, justement, sur le chemin ici, de dire, il y a tellement de choses qui existent, mais c'est des choix. Je pense qu'en bout de ligne, ça revient à cette notion de reprendre le contrôle de soi et faire des choix. Des choix qui sont bons pour moi et être en mesure à chaque fois que tu poses une action de te dire, mais est-ce que c'est réellement bon pour moi? Puis aussi, plus tu es en contact avec toi-même, plus tu es en contact avec plus grand que juste toi. Parce que, encore une fois, tu deviens beaucoup... Quand tu fais de la place, tu fais rentrer tellement de personnes dedans. Puis là-dessus, j'ai une image qui me parle beaucoup. Si tu allumes une bougie, mettons, tu as une bougie, j'ai une bougie. Les deux sont éteintes. J'allume ma bougie. Si j'allume la tienne avec ma bougie,
ma flamme à moi, elle diminue pas. Puis tu peux la passer à combien de personnes? Tu sais, tu peux juste allumer de plus en plus de lumière. Puis je pense qu'il y a vraiment cette notion de dire, plus tu fais de l'espace, plus tu renvoies cette image-là, plus tu vas inspirer des gens, plus les gens vont pouvoir le faire. Et puis d'un coup, ça devient un cercle, tu sais, vertueux de quelque chose, encore une fois, de plus grand que juste nous. Puis je ne sais même plus ce que était ta question à la base, mais je pense qu'il y a vraiment revenir à soi, revenir à moi. Et puis il faut pas oublier que l'IA et toutes ces technologies à la base, la personne qui les a créées, son objectif, c'était qu'on diminue de 40% au minimum notre charge de travail. Mm-hmm. C'était ça l'objectif. C'était pour libérer du temps. Ça voulait dire que c'était pour faire en sorte qu'en fait, les personnes, justement, surtout qui travaillaient en bureau, pouvaient couper leur semaine en 2, au moins. Et puis que le reste du temps, ce soit du travail beaucoup plus communautaire. Donc retourner à du travail de l'entraide, prendre soin de nos aînés, pouvoir mieux s'occuper des enfants, pouvoir s'occuper aussi de nos terres. Fait que il y avait toute cette notion-là aussi qui a amené beaucoup de guérison, au final, de se dire on sortait du 8 à 5 qui nous enlève absolument toute capacité humaine, j'ai envie de dire, et de revenir à plus de choses qui ont du sens. Mais en fait, qui c'est qui en a profité? Les grosses corporations, notre société de consommation et le consumérisme. Oui, mais ça nous a juste dégagé du temps pour finalement faire encore plus de choses et donc peut-être potentiellement gagner plus de revenus ou accomplir davantage ou gravir les échelons. Je ne sais trop, mais c'est comme si, malgré la bonne intention, on n'a pas nécessairement adressé ce qui était en dessous, c'est-à-dire comment est-ce qu'on, justement, on place notre valeur sur le travail, sur notre place sociale dans la société, sur combien on gagne, notre revenu, les signaux sociaux de l'abondance et de la richesse. Il y a beaucoup de choses à adresser pour être capable de se défaire de ça. Puis moi, je pensais quand j'avais cette réflexion-là cette nuit, tu vois, moi aussi, dans les choses. Cette nuit, je me suis réveillée, je suis comme, j'ai des choses à rajouter sur ma to-do list. Et pas de joke, j'ai rajouté des choses sur ma to-do list. Puis j'étais comme, c'est très drôle que je m'en aille demain matin parler avec Ariane parce que je le vis là, présentement. Je suis en train de cocher des choses de ma to-do list. Mais je me suis aussi rendu compte cette nuit, j'ai pas super bien dormi, vous aurez compris. Je me suis rendu compte que j'avais quitté une certaine forme d'emploi ou de cadre de travail dans cet espoir-là d'un peu me libérer de ces dictats-là, puis de me dire, parce que tu dis prendre des pauses, ralentir, mais quand il y a tes collègues autour, quand il y a plein de gens, quand il y a des standards de performance dans une entreprise... Ça, c'est des pensées construites. Ça, on le pense. Mais une fois que tu sors de ça, moi, je le fais. Puis justement, ça a inspiré bien des gens sur le lieu de travail. Et pourtant, crois-moi, je suis dans un milieu très terre-à-terre. Je travaille en logistique, chaîne d'appro. Enfin, c'est vraiment des personnes qui... je leur parle de yoga ou d'aller méditer ou d'aller prendre une pause pour marcher, respirer. T'es comme, OK, mais n'empêche qu'il y en a plein qui le font. Oui, mais comment tu présentes ça, disons, dans un cadre un peu plus... comme un cadre d'emploi? Je ne l'ai pas présenté, je l'ai juste fait, au sens où on a le droit à prendre... Tu sais, on a le 15 minutes de pause le matin, 15 minutes de pause l'après-midi. À l'intérieur de ça, je veux dire, je sépare mon temps comme je veux. Si j'ai envie de me prendre 5 minutes maintenant, je le fais. Ou même si je me lève pour aller, je sais pas, me prendre un café, un thé, aller aux toilettes ou peu importe, rien ne m'empêche de m'étirer, de rajouter un peu de mouvement et autres. Puis on a une aire ouverte. C'est pas moi qui ai choisi qu'on ait une aire ouverte, mais on a une aire ouverte. Je m'isole pas pour aller faire ça. Je vais pas aller faire ma petite gym aux toilettes. Non, je décide de le faire là, ou parfois je vais dans une salle de réunion, peu importe. Puis, tu sais, ça a commencé comme ça. Je suis pas en train de faire de mal à qui que ce soit. Je suis pas en train d'enfreindre les règles. Je reste dans un cadre qui a été établi. Donc, je respecte les règles. Mais respecter les règles, ça veut pas dire m'oublier ou me faire du mal. Genre, on est devant un écran toute la journée. Je sais que j'ai besoin de quelque chose. Puis ça, je pense que c'est aussi grâce à mon expérience, à mon expérience de vie, à ce que j'ai vécu. Ma santé ne passe plus jamais en deuxième. Ma santé, c'est moi. Et ça a été aussi un apprentissage de me respecter, de m'écouter, de m'aimer. Et donc, si je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, je suis ma priorité. Mm-hmm. Et au final, encore là, le fait de l'avoir amené, ou même pas du coup, parce que je ne l'ai pas vraiment amené, mais le fait d'avoir fait ça, c'est juste bénéfique pour tout le monde. Puis ça permet aussi à
à un certain éveil, à une certaine conscience, de dire « Waouh, OK, en fait, moi aussi, je peux faire ça. » Oui, d'incarner ce petit changement-là, cet ajustement-là, ça permet aux autres de... Bien, premièrement, je sais pas, mais mettons, moi, je mange là à mon bureau, j'arrête pas de travailler, puis je vois ma collègue qui va à l'extérieur ou quelqu'un qui se lève, puis qui s'étire, puis qui s'offre un peu de mouvement, un petit 5 minutes entre deux meetings. Ben moi, ça me fait prendre conscience aussi que je le fais pas pour moi. Ouais. Puis je me rends compte que, OK, j'en ai besoin aussi, puis des fois, ça peut amener peut-être des déclenchements chez certaines personnes. Puis il y a des fois, ça apporte des déclenchements où c'est genre ridicule. Il y en a, ils vont se dire « Oula, elle est ridicule » ou ça va être du jugement, ça va être de l'inconfort, mais parce qu'en fait, ça renvoie quelque chose en toi. Ça veut dire que si toi-même, tu es au travail et que tu vois un collègue méditer, fermer les yeux, prendre une respiration, voilà, tu vas être comme « Mais qu'est-ce qu'il fait celui-là ?» Mais c'est parce qu'en fait, au fond de toi, si ça te fait réagir, c'est qu'il y a quelque chose qui vient te chercher et que tu sais que toi, tu manques de ça. Fait que c'est parfois aussi d'aller accepter, accueillir l'inconfort, d'aller peut-être au-delà de ça, de se dire, tout le monde est suffisamment... Même quand tu n'es pas vraiment conscient de tout ça, tout le monde sait que respirer et s'étirer, quand tu es au travail toute la journée devant ton écran, ça peut que faire du bien. Donc si tu veux empêcher les gens de faire ça, bah, tu fais partie du problème, mais donc... Si tu n'as pas envie de faire partie de ces gens-là, ouvre-toi à la possibilité de le faire, même si ça vient chercher un certain inconfort. Je pense qu'encore une fois, est-ce que pour toi, tu penses que rester devant le bureau toute ta journée, c'est mieux? Ou est-ce que c'est mieux d'aller peut-être prendre juste 5 minutes pour aller marcher, prendre l'air, t'aérer? En bout de ligne, on le sait, là, la réponse, c'est ton travail, il va être mieux fait si tu fais ça. Donc, en plus de ça, tu te détaches de certaines constructions lié à ton besoin de productivité et à ton envie d'être le bon employé, mais en plus de ça, tu vas réellement être un meilleur employé. C'est ça. En plus, ça fonctionne et tu vas vraiment continuer à servir ce besoin de productivité-là. Mais quand j'amenais ce point-là, au départ, tu sais, des fois, on peut se faire croire, en tout cas, moi, c'était mon cas, me faire croire que c'est parce que le cadre me permettait pas de faire ça et tout ça. Et là, maintenant que je suis ma propre patronne... je suis encore pire. Je me rends compte que cette pression-là, elle venait pas de l'extérieur. Elle est complètement à l'intérieur de moi. Et ça, c'est super challengeant pour moi en ce moment parce que je suis comme... Ah, OK, là, je peux plus mettre ça sur la faute des autres. Là, c'est moi, je me regarde faire. Je regarde les standards que je me mets, la pression que je me place, l'espace que je me donne pas justement pour m'offrir des pauses. Puis là, je fais, ah, OK, c'est pas juste la société. C'est pas juste le cadre du travail. C'est pas juste mon boss. C'est pas mes collègues. C'est une construction. Ça reste que c'est une construction. C'est ça. C'est ce que tu as en toi, mais c'est une construction qui est amenée quand même par les habitudes de vie qui sont liées à notre société, qui sont liées à, encore une fois, ce tout plus grand que nous. C'est pas juste toi en tant qu'humaine qui est arrivé à ça. Non, c'est cette construction-là. Fait que je pense qu'il y a aussi cette part de, oui, il faut prendre ses responsabilités. Je pense qu'il y a une grande responsabilité à prendre. Je peux changer ça. Mais il y a aussi beaucoup de douceur à s'amener et beaucoup de bienveillance à dire, mais... Je ne suis pas non plus 100% responsable d'en être arrivée à ça aujourd'hui. Ouais, ce que je porte en ce moment. Voilà, mais ça, il faut réussir à s'en détacher, de dire, il y a toute une construction qui a été faite, mais je ne me définis plus comme étant cette personne qui ne sait pas prendre de pause, je ne sais pas faire, c'est pas possible. Non, ça, aujourd'hui, j'arrête. Je dis, stop, je suis en mesure de prendre action pour changer les choses, je fais un choix, je me choisis et j'avance comme ça. Puis tout ce qui s'est fait avant et toute cette construction, je travaille à le déconstruire. Puis ça, c'est pour enfin revenir à ce que je n'avais pas abordé avant. Moi, tout ce qui m'a aidé au moment de mon deuxième burn-out pour en arriver à là où je suis aujourd'hui, ça a été énormément de travail avec plein de professionnels différents. Vraiment, justement, psychologue, naturothérapeute, acupunctrice, massothérapeute, pratique somatique, énormément de yoga que je ne faisais pas vraiment avant, la méditation, le breathwork, des tas de pratiques. Tu sais, je suis vraiment allée tout chercher. J'avais la chance d'avoir des assurances, fait que je me suis dit, hey, c'est dans mes assurances, je vais tout essayer. Mais ce dont je me rendais compte, c'est qu'il y avait finalement très peu de suivi. Déjà, il n'y avait aucun suivi entre chaque pratique. Chaque praticien ou thérapeute avait son approche et sa manière de faire. À aucun moment, personne ne m'a jamais demandé « Qu'est-ce que tu es allé travailler avec ton acupunctrice la semaine dernière ?» Il n'y avait pas ce... Même si je voyais la personne 6 fois d'affilée, à aucun moment, elle me posait cette question-là de dire « Ah, qu'est-ce que tu as travaillé les semaines d'avant ?» ou « Est-ce que tu as fait des choses ?» Est-ce qu'il y a... Jamais. Donc là, déjà, moi, je trouvais ça bizarre.
Et en plus de ça, tiens, là, je prends l'exemple, c'est le plus facile, je pense, de massothérapeute. Beaucoup de personnes sont déjà allées voir un massothérapeute, je pense. Et c'est ça, tu dis, je suis un peu plus tendue là et là. Bon, du coup, la personne va te faire un soin basé sur là où tu as mal. Mais si tu revois voir la personne, ça va être encore une fois différent et ainsi de suite. Bon, acupuncture, c'est la même chose. J'adore ça, ça libère, etc. Mais il n'y a pas vraiment de construction, il n'y a pas de suivi sur comment c'était avant. Même une séance de psy, oui, il y a le big picture qui se construit au fur et à mesure des séances, mais c'est très lié à « Ah, j'ai vécu ça la semaine dernière. » Bon, là, t'embarques, tu parles d'une situation très actuelle. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a comme pas de construction réellement. Il n'y a pas ce suivi-là. Et moi, c'est ce qui m'a manqué fondamentalement, de dire je n'arrive pas à aller au bout des choses parce qu'à chaque fois, c'est plein de bribes. Mais on est tellement des êtres complexes qu'il y aura toujours un million de choses. Fait que j'ai décidé à ce moment-là de reprendre des études, une formation justement en bien-être holistique parce que je sentais qu'il y avait autre chose. Il y avait pas juste... Je pouvais pas regarder un aspect avec un microscope. J'avais envie d'étendre mon champ de vision et de se dire vraiment, OK, j'ai mal à tel endroit ou j'ai un problème à tel endroit, mais je sais que c'est parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées avant ou ailleurs. Fait que, bref, je voulais prendre un step back. J'ai découvert, on en a beaucoup parlé, de la formation IIN, c'est une formation américaine, mais en santé intégrative. Et au fur et à mesure, c'est ça, il y a de plus en plus de choses qui se sont passées. Et c'est comme ça que j'ai décidé par la suite de devenir naturothérapeute et coach certifié, parce que ça m'a ouvert tellement de portes. Puis enfin, j'étais comme, OK, là, ça fait du sens. Et là, je peux enfin offrir finalement quelque chose qui va permettre aux gens de peut-être mieux comprendre ou de se sentir accompagnés, parce que toutes les personnes à qui j'ai parlé qui vivent un burn-out, l'épuisement ou autre, mais en fait, ils se sentent très seuls. Déjà, on a beaucoup de mal à en parler. Donc, c'est sûr que dès que tu en parles, tu es moins seul, parce que finalement, toi aussi, tu l'as vécu. Moi, j'ai ma cousine. Moi, j'ai mon ami. Tu n'es clairement pas tout seul. Et en plus de ça, c'est ça, on a besoin parfois d'être accompagné main dans la main par, oui, quelqu'un qui l'a vécu, mais surtout quelqu'un qui a les outils pour t'accompagner. Puis t'as beau aller voir parfois un tas de spécialistes, je sortais de là, ça faisait du bien, mais c'était temporaire. Donc c'est ce que tu fais maintenant, tu accompagnes des gens qui se sentent épuisés, fatigués ou très stressés. Puis qu'est-ce que, disons, là, quelqu'un arrive puis te raconte un peu son portrait, quels sont le genre... Puis je sais que c'est unique pour chaque personne, là, puis je veux pas dire, là, voici 3 étapes magiques pour se sortir du burn-out ou l'éviter, là, ça sera pas ça l'objectif de ma question, mais qu'est-ce qu'on regarde justement dans une vie, qu'est-ce qu'on adresse de façon générale en premier concernant justement l'épuisement, qu'est-ce que tu vas poser comme genre de questions? Moi, déjà, ce qui est super fun, c'est que j'ai une session découverte qui est gratuite. Donc, dans cette session découverte-là, qui dure en général 45 minutes, on va vraiment justement adresser différentes sphères de la vie. Et on regarde en fait toutes ces sphères de vie de la personne, donc autant la carrière, la vie sociale, la créativité, la joie. C'est vraiment plein d'aspects de notre vie, notre environnement et ainsi de suite. Et on vient juste mettre, en fait, ça ressemble, c'est une roue, donc c'est un cercle. Chacune de ces sphères, ça représente un axe dans ce cercle. Et on vient noter notre niveau de satisfaction dans chacune de ces sphères. Puis c'est très vague. Notre niveau de satisfaction à un instant T, ça peut complètement varier d'un autre instant. Puis c'est correct. Le but, c'est que visuellement, tu as une représentation de ce qui se passe et ce qui se joue dans ta vie. Et très souvent, les gens sont comme « Waouh, je m'attendais pas à ça. » Ou genre « OK, ah ouais, la carrière ou le sport, ça va pas du tout. Je pensais que j'étais un peu mieux, etc. » Et en fait, tu as justement ce big picture tu regardes pas une chose à un moment, tu regardes tout ça ensemble. Et en général, je dis « OK, c'est quoi ta priorité? C'est quoi les sphères les plus importantes pour toi à l'heure actuelle? » Et on part de ça. Et c'est quoi les petites actions que tu as envie de poser? Puis souvent, on identifie, c'est facile d'identifier un objectif, de dire, OK, moi, j'ai envie d'avoir une vie équilibrée, ou je veux arrêter de stresser au travail, ou je veux me faire plus confiance, etc. C'est des très beaux objectifs. Qu'est-ce qui te bloque dans la vie aujourd'hui?
c'est quoi tes obstacles principaux pour arriver à cet objectif? Nous, c'est ça sur quoi on travaille. C'est ça, c'est que on regarde notre vie des fois, puis en tout cas, je vais parler pour moi, les endroits où je me dis oh là là, mon taux de satisfaction, ma satisfaction n'est pas très élevée là, par rapport à, je sais pas, ma relation amoureuse ou mon travail, ou en tout cas, peu importe. Puis là, si je pense à mes obstacles, souvent, je vais être comme, je manque de temps. Ça, c'est souvent l'affaire qui revient. C'est juste que j'ai pas le temps. J'en ai trop, ou je me sens trop fatiguée, puis je me rends compte que le temps, en tout cas, c'est souvent quelque chose qui revient, puis, ou en tout cas de dire, parce que moi aussi, là, je préconise ça, ralentir, moins remplir mon horaire, choisir avec parcimonie les choses pas dire oui à tout, placer des limites. Tu sais, je suis sur ce chemin-là et malgré tout, je vois mon temps se filer entre mes doigts. Puis je suis comme, oui, c'est ça. J'ai l'impression d'être victime de quelque chose extérieur à moi. Tu sais, parce que moins tu prends le temps pour toi, moins tu as de temps. Ouais. Et le temps, c'est une construction. Oui, c'est ça. Il est tellement malléable et tu te rends compte de ça. Alors, encore une fois, faut réussir à le vivre pour vraiment s'en rendre compte. Mais plus tu prends le temps pour toi, pour faire des choses qui te nourrissent vraiment fortement et profondément, plus tu as du temps. Et je veux dire, moi, il n'y a pas si longtemps, j'étais dans ce... Encore une fois, go, 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 je l'ai jusque-là, ma to-do list qui s'allonge, le mental, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas l'énergie, je peux pas. Mais à partir du moment où j'ai réintroduit ces moments de pause, réintroduit vraiment cet espace que j'ai créé pour moi, mais là, j'ai le temps de tout faire, entre guillemets. C'est hallucinant. Et parce que le temps s'étire, le temps est malléable et que, oui, on a un nombre d'heures restreint dans une journée, mais tu te rends compte qu'en fait, déjà, tout n'a pas besoin d'être fait aussi rapidement que ce qu'on pense. Parce que là aussi, c'est la construction de la société de consommation qui nous pousse à faire toujours plus, toujours vite, maintenant, tout, maintenant et autres. On a une vie devant nous. Et cette vie-là, on veut la remplir, oui, mais remplissons-la de choses qui nous font d'abord, nous, du bien, plutôt que d'être constamment dans ce stress qui nous ronge, qui nous prend de l'espace. Faisons barrière à ça et disons genre, non, là, je m'accorde du temps. Aujourd'hui, je sais que si je fais quelque chose de bien pour moi, je vais pouvoir faire quelque chose de bien dans mon travail, auprès d'autres personnes. Puis voilà, on va être encore une fois dans cette énergie de juste faire mieux, faire bien, mais faire peut-être un peu moins vite aussi. Je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je traitais juste concrètement la semaine dernière. J'ai des choses que je dois faire et là, je me dis, je suis pas arrivée à tout faire ce que j'avais sur ma liste. Puis là, panique parce que je me dis, Puis là, finalement, je me dis, je vais juste dire que ce sera pas pour cette semaine. Ça va être pour dans 2 semaines. Puis ce meeting-là, ou peu importe, cette chose-là que je m'étais placée comme objectif, je vais juste dire à la personne que ce sera pas possible. Un engagement que j'avais, finalement, là, je me rends compte que ce n'est ni important pour moi et en ce moment, ça ne me nourrit pas non plus. Il n'y a pas d'urgence. Mais il y a une partie de moi qui a envie, il y a mon mental qui aimerait ça être cette personne-là qui, par exemple, qui donne des conférences ou qui va faire un 3 heures là, de trucs bénévoles ou peu importe. Il y a des choses comme ça que si je m'installe devant cette affaire-là de ma vie, je me dis, pourquoi elle est dans ma vie? Puis pourquoi est-ce que ça prend de la place? Premièrement, je me suis rendu compte de ça. Puis là, la réponse que j'ai eue, vraiment à 98% des gens, c'est comme, pas de problème. C'est ça. Je me dis, oui, mais ça, c'est le people pleasing. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en sphère. Mais ça en revient encore à la majorité des personnes que j'accompagne. En bout de ligne, le travail principal qui est fait pour sortir de l'épuisement ou même d'un diagnostic de maladie chronique ou de peu importe quoi, parce qu'au final, on apprend à prendre du temps pour soi, à s'écouter et à reprendre le contrôle de sa santé. Mais ça passe par renforcer son échelle de valeur interne. C'est que ça. C'est renforcer la confiance en soi, l'amour de soi et la bienveillance envers soi. Fait que c'est vraiment ce système de valeur interne, de qu'est-ce que je vaux en tant que personne. Et donc, ne pas mettre la valeur envers genre, un rendez-vous que je vais avoir, un projet que je vais compléter, une liste de tâches que je vais réussir à faire. Non, tout ça, c'est pas ta valeur. Ça, c'est extérieur à toi. Mais c'est quoi ta valeur à toi? Qui es-tu en tant que personne? Et puis, comment est-ce que tu peux plus t'aimer? Enfin, il y a vraiment ce travail-là plus à faire. Puis, je parle beaucoup de travail, mais c'est tellement le fun quand tu touches à ça. Non seulement tu as l'impression d'avoir de l'énergie, en veux-tu, en voilà.
il se passe tellement de choses beaucoup plus alignées pour toi. Fait que d'un coup, toutes les rencontres que tu fais font du sens. T'avances vers vraiment un chemin qui n'est pas toujours plein de lumière. Il va encore y avoir des obstacles, il va encore y avoir des choses, mais t'as aussi la certitude que c'est juste pour te faire grandir, puis que déjà, t'es capable de les surmonter. Mm-hmm. Fait qu'il y a un tel apaisement qui se fait, puis moi, c'est ce que je vois aussi, c'est ce que je dis beaucoup dans mon programme. Le but de tout ça, c'est de mener une vie équilibrée. Donc, la fameuse sphère avec la roue de la vie, les différentes sphères de notre vie, c'est de réussir à les rééquilibrer. Plutôt que d'avoir des pics dans l'un, des pics dans l'autre, puis d'être tout le temps en mode les émotions, ça va comme ça, et puis il n'y a rien qui va. C'est de restabiliser un peu tout ça, puis d'avoir une sorte de résilience, de tranquillité, d'apaisement. Puis il y a quelque chose de paradoxal aussi, c'est comme moins on va bien, pire est notre état, pire sont nos décisions, j'ai l'impression, pour prendre soin de nous. Donc, il y a cette espèce de cercle vicieux à un moment donné, puis on parle de ralentir, puis de s'offrir des pauses et tout ça, puis je sais que pour certaines personnes, puis je pense que c'est important de le nommer, puis on en a discuté ensemble, il y a cette notion-là quand même de privilège. Tu sais, c'est facile de dire, bon, mais je vais prendre des pauses, puis je vais ralentir, mais quand tu es un parent monoparental, quand il y a de la précarité financière, il y a tous ces facteurs-là qui entrent en ligne de compte. Puis je veux pas que cette conversation-là sonne nécessairement, justement, déconnectée du quotidien de certaines personnes, mais quand j'ai abordé ça avec toi précédemment, on a parlé de la notion du choix, puis de un, je veux reconnaître qu'il y a des injustices qui sont systémiques et il y a clairement une disparité entre l'accessibilité à certaines choses là, entre les personnes, puis c'est super présent. Puis en même temps, j'ai envie aussi de dire, justement pour rebondir sur ce que je viens de dire moi-même, je rebondis sur mes propres idées, mais la notion de choix, puis justement, quand on est dans un système nerveux qui n'est pas nécessairement régulé, quand on est très fatigué, ben moi, je le vis, là, des fois, je suis tellement fatiguée que même si j'ai tous ces outils-là, je vais passer 1 heure à scroller sur mon téléphone parce que je suis comme un peu figée. Je me sens pas capable d'accéder à mes pratiques qui me font du bien. Puis finalement, je me raconte ce narratif-là que je n'ai pas de temps, j'ai pas de temps, je manque de temps. Il va falloir que je fasse ça demain parce que j'ai manqué de temps. Puis finalement, je reçois mon petit rapport de temps d'écran hebdomadaire. Puis je fais « Ah oui, il y en a beaucoup du temps finalement. » Puis là, mon travail se joue en partie sur mon téléphone. Là, donc, mais c'est sûr que là-dedans, il y a plusieurs heures là, qui auraient pu être mieux utilisées. Donc, il y a ça aussi dans notre rapport au temps aussi, puis notre vision des choses par rapport à ce qui est accessible pour nous ou pas. Ben, c'est sûr que c'est des questions sociétales aussi. Puis c'est difficile d'aborder ces notions au sens où je ne vis pas en situation de précarité, de grande précarité. Je veux dire, oui, j'ai eu des périodes de chômage et où tu te retrouves à devoir faire différents choix et autres, mais j'ai jamais vécu avec la peur au ventre de perdre ma maison, de réellement ne pas avoir pu mettre de nourriture sur ma table, bien que j'ai été étudiante et j'ai fait, je sais même plus comment on appelait ça, les coops qui te donnent de la nourriture, surtout à des moments, même à la pandémie, t'as plus un seul revenu, tu dois encore payer ton loyer, puis qu'est-ce qui se passe? Fait que ça, c'est les seuls moments, je dirais, de plus grande précarité que j'ai vécu. Ayant quand même un chien, ça a des coûts aussi. C'est pas comme un enfant, mais il y a des choses associées à ça. Fait que j'ai eu des périodes de stress liées à ça, à la situation et à la stabilité financière. Mais donc, je peux pas m'adresser pour toutes ces personnes qui potentiellement vivent des grandes situations de précarité. Par contre, oui, je pense que malgré tout, on a le choix, on a une responsabilité par rapport à notre propre personne, par rapport à comment on veut mener notre vie. Et si on regarde dans des pays, je parlerai notamment en Argentine où j'ai habité, Brésil, dans des pays beaucoup plus pauvres que l'Occident, il y a des gens qui n'ont rien et qui sont tellement heureux. Et quand je dis rien, c'est vraiment, ils habitent dans des bidonvilles, mais ils ont parce qu'ils ont besoin de rien. Et je pense que le problème aujourd'hui dans notre société, les personnes qui n'ont pas accès à peut-être ce que toi et moi, on a accès, mais c'est qu'en fait, ils sont pris dans cette société qui les fait consommer quand même beaucoup plus que peut-être ce dont ils ont besoin, qui les font s'endetter, qui veulent aussi être dans ce toujours plus, mais donc ils ont 3 jobs pour potentiellement s'acheter. Je sais pas toi, mais j'étais encore utilisatrice
Uber il n'y a pas si longtemps. Et j'adore parler avec les chauffeurs, leur raconter, OK, ça fait longtemps, qu'est-ce que tu fais, etc. Puis c'est souvent des personnes qui sont dans des situations précaires. Mais il y en a, ils ont 3 jobs, puis des jobs de bureau, là, donc qui en soi font le salaire minimum, voire plus, mais prennent en plus du Uber parce qu'ils veulent s'acheter une maison à genre 600 000. Puis je suis comme... ça marche plus. Ou même la majorité des gens, on achète des voitures. Même si tu fais 60 000 par année, tu t'achètes une voiture qui en vaut, je sais pas, 40 ou 50 000 neuves. Bah oui, non, ça t'amène à courir après l'argent, à courir après le temps et à créer aussi des dysfonctionnements et des déséquilibres. C'est déséquilibré. Mm-hmm. Et notre société nous fait acheter même les téléphones. Avant, ça coûtait quoi, 100 ou 200 $? Maintenant, c'est 1000, 1003, etc. Mais même des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens vont avoir ces technologies. Donc, évidemment, tu as envie de faire partie d'un tout. Ça, c'est aussi, tu sais, notre... t'as pas envie d'être isolé, t'as envie de te fondre dans la masse, etc. Fait que c'est normal, mais ce sont des choix. Et je pense que le plus vite on se détache de ça... Tu sais, je veux dire, moi, je suis très confortable, mais ça fait longtemps que je n'achète plus rien de neuf, quasiment. On fait très attention à ce qu'on mange, on fait des choix en termes de... on préfère mettre notre argent dans de la bonne nourriture, puis, tu sais, encore une fois, acheter dans les petits producteurs, etc., parce que c'est ce qui nous nourrit, parce qu'on pense que c'est plus important de faire ça que de me couvrir d'un tas d'attirails dont je n'ai pas besoin, de consommer des tas de... Tu sais, tous les abonnements, les Netflix, les Disney+, etc. Il y a tellement de familles qui ont tout. Mm-hmm. Oui, au final, tu regardes par mois combien c'est terrible. Quel pourcentage du revenu est alloué à... Mais la question, c'est de la question de responsabilité. Ouais. Qui est responsable de ça? Est-ce que c'est la petite famille qui fait ce qu'elle peut parce que justement, elle a tellement pas de temps, elle est tellement prise au cou que, comme tu dis, les choix sont moins faciles à prendre. T'as moins de choix, t'as l'impression d'avoir moins de choix. Ou est-ce que c'est la responsabilité de notre société de donner l'accessibilité? C'est tellement difficile comme question. Puis si on avait la réponse... on serait pas là à avoir cette discussion. Donc ouais, il y a aussi tout ça, quoi. Oui, de vouloir appartenir, c'est tellement un besoin fondamental humain. Puis quand on voit justement à travers les réseaux sociaux, puis la comparaison constante à ce que les autres ont, on se dit, mais pour réussir, puis pour appartenir, moi aussi, je dois avoir ces choses-là. Puis il y a quelque chose de relié à la valeur aussi. Si moi, je n'y ai pas accès, si moi, je ne m'achète pas telle marque, si moi, je n'ai pas ces choses-là, mais... est-ce que je suis moins? Puis il y a tout ça aussi à déconstruire. Puis notre société de consommation nous l'a bien rentré dans la gorge et l'a nourri chaque jour là, de tu sais, ce vêtement-là, cette chose-là, ce signe-là social. Mais moi, je vois un changement par rapport à ça. Et puis du coup, ça nous fait revenir à ça, cette notion de échelle de valeur interne, notre responsabilité. Puis je trouve ça magnifique parce qu'à partir du moment où aussi tu fais ce travail-là, moi, je me sens une bien meilleure personne, beaucoup plus apte à donner, beaucoup plus apte à contribuer à ma société qu'avant, je ne pouvais pas, puisque je n'avais même pas le temps pour moi. Donc forcément, j'étais moi dans une espèce de sphère extrêmement comme égoïste ou égocentrée. C'était mon monde, j'avais encore la notion très carriériste, fait que je remplis les choses de ça, mais pour en arriver à là où moi, j'ai envie d'arriver. Tandis qu'aujourd'hui, tu vois, je m'implique... dans un jardin communautaire, je veux faire des projets pro bono dans ce que j'offre parce que je suis comme... Mais en fait, plus on va être nombreux à faire passer ce message-là, plus on va arriver à avoir des gens qui se font confiance, qui vont s'aimer, plus eux aussi ils vont être en mesure de donner plus. Tu sais, la joie, le bonheur, ça se transmet. On parlait au bureau, là, juste prendre des pauses, avoir cet impact positif sur les gens, tu sèmes des graines. Puis, en fait, moi, c'est ça. Je veux continuer à semer ces graines-là et de dire, à partir du moment où tu te donnes cet espace, tu crées de l'espace pour tellement plus. Oui, puis je pense qu'une partie de l'épuisement vient aussi d'une crise de sens qui est plus profonde. Bien sûr. De justement travailler pour payer les choses, pour juste être capable de, entre guillemets, survivre. Mm-hmm. Puis là, finalement, tu fais, mais qu'est-ce qui me nourrit pour vrai? Puis pourquoi je fais tout ça? Puis là... Vivre ou survivre. Ouais. Honnêtement, est-ce qu'on a envie de... Est-ce que tu as envie d'être juste en mode survie pour le reste de ta vie, qui, en plus de ça, donc, va avoir des impacts sur ta santé, autant physique, émotionnelle que mentale?
Et je veux dire, on le sait, le nombre de personnes qui arrivent à la retraite, et là, hop, cancer, puis ci, puis ça, puis c'est parce que c'est une perte de sens. Ils se sont tellement identifiés, encore une fois, à leur travail, et là, tu arrives à un point où tu ne peux plus t'identifier au travail parce que tu n'as plus de travail, c'est fini. Mais qui es-tu ? Et donc, OK, ça c'est à la retraite, mais même aujourd'hui, des moments où il se passe quelque chose au travail, et puis là, d'un coup, tu vas avoir une crise d'urticaire parce que tu n'as pas accepté, parce que la situation est super difficile, ou moi, dans mon cas, l'hypothyroïdie, parce que, OK, c'était mêlé à plein d'autres choses, mais peu importe comment ça va se transformer, ou peu importe ce qui va se passer dans ton corps, c'est ça, il y a ce trop-plein de tout. Ça me fait juste penser que, tu sais, on parle de... Puis c'est vraiment important, là, prendre soin de soi pour être capable de prendre soin des autres. Justement, tu parlais de l'image de la bougie, d'aller allumer quand notre propre flamme, elle est allumée, ou moi, je vois aussi la fontaine qui déborde, tu sais, comme... Quand il y en a, ben, c'est rien que ça coule à l'extérieur de nous. Puis en même temps aussi, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'une responsabilité collective envers les individus. Je pense qu'on a perdu dans les dernières années avec les systèmes, avec le consumérisme, avec plein de choses, là. Puis là, on est comme un peu dans cette espèce d'entre-deux-là. J'ai l'impression où là, on prend conscience de ça, on commence à prendre soin de nous pour être capable de prendre soin des autres, mais je pense que quand on fait cette transformation-là intérieure qui nous permet d'être dans des espaces comme s'investir dans des projets pro bono, dans notre collectivité, aider nos voisins, faire des choses qui ne nous rapportent pas et qui ne sont pas productifs, entre guillemets, puis qui ne rapportent pas de l'argent, puis en tout cas, qui sont complètement pour autre chose. Plus on va investir ces espaces-là, plus le collectif va se transformer, puis on va être capable de prendre soin davantage des individus, puis de s'assurer qu'il n'y en a pas un qui est en train de glisser. Puis je pense que c'est une espèce de danse aussi. Donc oui, là, on est en situation d'urgence. Là, si on est vide, on ne pourra pas aller faire du bénévolat dans un jardin communautaire. Ça ne sera pas possible. Donc, mais c'est d'abord revenir, encore une fois, c'est toujours revenir à soi. De toute façon, peu importe ce qui se passe, c'est réussir à revenir à soi. Puis ça, c'est pas de l'égoïsme. C'est justement cette notion de plus je vais prendre soin de moi, plus je vais pouvoir prendre soin du reste. Que ce soit mes enfants, mon couple, ou dans une plus petite sphère, mais par la suite à beaucoup plus grand. Puis je pense que c'est le pas le plus difficile, parce qu'on est tellement... C'est dur de se confronter à soi. Mm-hmm. Tu sais, c'est dur d'arriver au point où, OK, j'accepte de me faire accompagner, je le fais pour moi, mais étant donné que mon propre système de valeurs internes me dit que je mérite pas, ou que, tu sais, il y a mieux à faire, ou je ferais mieux de focuser sur le travail, etc., c'est difficile de se dire « Non, mais en fait, j'en ai besoin », et d'accepter ça. Mais moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est que, par exemple, personnellement, mon accompagnement, c'est du coup le 6 mois pour vraiment offrir ce cheminement. C'est une session aux 2 semaines pour aussi laisser le temps d'intégration, donc créer cet espace-là. Mais ce 6 mois-là, qui peut paraître énorme, de dire « Oh my God, qu'est-ce que je vais faire pendant tout ce temps, puis ça va être trop, ou je ne sais quoi », c'est 0,8% du reste de ta vie pour des gens qui en sont autour de la trentaine. 0,8% du reste de ta vie. Si c'est pour investir ce 0,8% de ta vie, mais pour derrière mener une vie équilibrée, alignée, épanouie, oh my God. Moi, je me suis démenée. Ma formation, c'était 1 an, plus encore derrière des modules et des choses, plus évidemment toutes les lectures, tout ce dans quoi je suis encore embarquée aujourd'hui. Mais j'ai guéri en 8 mois. Et puis j'étais toute seule. L'accompagnement de beaucoup de professionnels, mais tu sais, j'ai cravaché, je me suis sentie extrêmement seule, ça a été super difficile, mais je l'ai fait, et je dis pas que du coup, parce que je l'ai fait, c'est possible et accessible pour tout le monde. Mais il y a quand même cette notion de... Il y a plein de chemins, il y en a pas un qui est meilleur qu'un autre, mais c'est possible. Dans la notion de... On a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de choses, ça peut se faire, il faut juste croire en soi suffisamment, et je pense avoir l'envie de le faire, d'avoir ce côté de... Je sais que je suis suffisamment importante, même si je ne crois pas encore tout à fait en moi, même si j'ai encore bien des choses à régler, etc. Mais je sais que je ne veux plus survivre, je veux vivre. Mm-hmm. Puis spécifions que tes maladies auto-immunes qui t'ont été diagnostiquées, là... C'est fini. C'est fini, c'est ça, t'es guérie. C'est ça, fait que je n'ai jamais pris de médicaments. Mon corps a fait sa job parce que j'ai réussi à être dans la zone verte, dans mon système parasympathique suffisamment longtemps et autres pour qu'il se restabilise aussi. Le corps, là, c'est une machine incroyable, on le sait, c'est pas nouveau. Il est bien plus fort que nous.
faut juste lui permettre d'être dans ses fonctions vitales pour qu'il fasse son travail. Grâce à ça, je dirais, moi, ça a été beaucoup quand même le yoga et respiration, revenir vraiment au souffle, qui m'ont permis de guérir. Mais oui, ça a été tout un process quand même, parce que j'ai été extrêmement suivie en termes de prise de sang et autres. Parce que c'était quand même la notion de... Il ne fallait pas que ça tombe sur les organes et qu'après, ce soit d'autres grosses complications. Mais oui, on a très rapidement vu des effets positifs. Fait que là, j'ai juste continué. Puis c'est ça, là, les 7 piliers qui m'ont permis de guérir, c'était les fameux piliers du bien-être. Il y a différentes écoles et tout le monde le dit un peu différemment, mais c'est la même chose. C'est le fameux se reposer, respirer, se nourrir, donc autant ce qui est dans ton assiette, une alimentation anti-inflammatoire, etc., mais tout ce qui est l'information extérieure. S'hydrater, je ne sais plus si je l'ai dit, mais bon, boire évidemment. S'immerger en nature, le pouvoir de la nature en termes anti-inflammatoires aussi, c'est énorme. Anxiolytique, contre l'anxiété, contre le stress, etc., incroyable. L'alignement des valeurs, très très important, essentiel. Et le dernier, l'aspect relationnel. Donc, se connecter. On a besoin de connexion. C'est ça. On dirait qu'il faudrait... Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait que je me fasse un petit tableau, là, que je l'ai toujours devant moi pour me rappeler est-ce que je prends soin de tous ces piliers-là, puis est-ce qu'il y en a un qui... ils sont gratuits, là, on les a tous. Genre, justement, t'as pas besoin d'avoir des abonnements à foison et de dépenser des 1000 et des 100, et c'est ça aussi, mais je pense que là où on doit investir, c'est, oui, en soi, mais c'est réapprendre la base, parce qu'on a tellement de mauvais réflexes, de mauvaises habitudes. Puis moi, la première, là, mes fameuses pensées de « Ah, mais non, j'ai des habitudes saines, je fais mon sport, je fais ci, je fais ça. » Je pensais bien faire et en fait, je suis tombée malade, gravement. Il faut juste réussir à déconstruire ça. Moi, ça m'a pris une formation, ça m'a pris plein de discussions avec plein de professionnels. J'espère avoir réussi à bien regrouper ça et c'est ce que j'offre aujourd'hui. Puis, écoute... mon souhait, c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens que tu sois malade, que tu sois juste fatigué, que tu sois en épuisement, peu importe. C'est pas une fin en soi. Un diagnostic ne nous définit pas. Et il y a tellement, de plus en plus de cas de personnes comme moi qui parlent de « Ouais, j'ai eu un diagnostic, mais je peux me guérir. » Tu sais, même certaines personnes, c'est des cancers. Il y a tellement d'histoires, puis... Ouais, ça prend beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, mais genre, est-ce que ton travail est plus important que toi? Est-ce que, tu sais, c'est comme remettre les choses dans leur contexte aussi. Tu sais qu'on veut la petite pilule, le petit remède qui va nous permettre de retourner dans ce monde de productivité-là, puis de retourner à ce qu'on connaît. Puis finalement, ça demande une transformation qui est beaucoup plus profonde, qui demande du temps, mais après ça, qui est tellement plus durable. Tellement plus durable, tellement plus épanouissante, qui est pleine du coup d'opportunités, de rencontres, Écoute, c'est hallucinant. Et puis, il y a aussi une grande partie... alors ça serait toute une autre thématique, mais tu sais, il y a une grande partie en nous, chez les hommes comme chez les femmes, et de cette puissance féminine, créatrice, connectée à notre intuition. Et à partir du moment où tu connectes profondément à ça aussi, ça a une puissance guérisseuse énorme. Puis, pour réussir à toucher à ça, c'est encore une fois créer cet espace, réussir à prendre cet espace. Puis quand tu es constamment là, tu peux pas. Donc, tu perds le goût en toutes les choses que tu aimes. Donc, tu perds cette relation avec toi-même, en fait. Ouais. C'est souvent ça que je nomme, là. La vie miam. Comment est-ce qu'on peut retrouver cette vie qui goûte bon, qui est justement d'en vivre et pas juste survivre. Puis, je veux juste rappeler aussi, je me rappelle pas c'est quoi les chiffres exacts, peut-être que tu peux m'aider, mais que quand on parle de mots physiques puis tout ça, la très grande majorité, sinon la presque totalité des visites chez le médecin sont liées à des maux qui sont causés par le stress. Le stress est la cause de tellement de problèmes physiques. Le stress emporte ou crée de l'inflammation dans le corps. Puis très souvent, vu que si tu es stressé, que tu restes dans cet état de stress, ton corps n'est pas dans la zone verte du système parasympathique et donc ne peut pas se nettoyer et s'autoréguler. Et donc,
l'inflammation grandit et prend différentes sphères. Et puis après, dépendamment de tes propres traumas, de tes propres schémas ou peu importe, ben, il y en a pour qui ça va être dans un organe plus qu'un autre. Il y en a, ça va être juste au niveau du cerveau. D'autres, ça va être au niveau du cœur. D'autres, ça va être... Enfin, voilà, ça prend les formes que ça prend après. Là-dessus, il est à l'envers, mais Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi de Michel Odoul est fantastique parce que ça ouvre vraiment la perspective de « Oh my God !» Mon corps qui me dit que j'ai mal à tel endroit, si je l'écoute vraiment, ça en dit tellement plus. C'est notre corps, là, en tout cas, c'est merveilleux. C'est tellement plus puissant que nous. Puis, quand tu te connectes vraiment profondément à ça, en fait, tu te connais tellement bien que tu arrives aussi chez le docteur pour un autre problème ou quelque chose. Bien sûr que tu sais mieux que lui ce qui se passe. Fait que lui, il a la notion très médicale et très fonctionnelle, mais on le sait depuis des millénaires qu'il y a bien plus que ça. Puis la médecine a existé bien avant qu'on ait nos docteurs en blouse blanche. Fait qu'il faut qu'ils continuent. Il y a des avancées merveilleuses, mais le meilleur des deux mondes, c'est que ces avancées-là, beaucoup plus récentes et modernes, puissent travailler avec toute la médecine ancestrale et qui date il y a des millénaires. Ces flux énergétiques, quand tu es bloqué quelque part et que ça cristallise et autres, mais dès que tu le refais circuler, c'est libérateur. C'est au même titre que tu as une situation au travail, tu es complètement t'es comprimé, compressé, tu te sens genre vraiment restreint, mais finalement, dès que tu en parles, c'est genre « Ah, ça y est, ça fait du bien ». Au travail comme dans la vie perso, mais donc voilà, c'est ça, et l'expression de nos émotions et de nos mots. Je pense que c'est extrêmement important aussi dans, encore une fois, cette notion de reprendre de l'espace pour soi, reprendre le contrôle. Mais juste se rendre compte de la valeur qu'on a. Ouais. Puis de juste se demander pourquoi je pose les gestes, qu'est-ce que je priorise en ce moment dans ma vie. Merci énormément. Merci, Ariane. Ça me donne plein de pistes. Là, je pense à plein de choses. Je suis comme, là, quand je vais brosser mes dents, je vais pas répondre à un courriel en même temps. Tu sais, je vais me laisser cet espace-là. Clairement. Est-ce que j'ai le droit de me brosser les dents puis de juste faire ça? Ou est-ce que je peux m'offrir des espaces puis commencer à davantage respirer puis exister? Pense pour chaque action que tu prends, pense à quelque chose genre passif. T'sais, d'avoir vraiment cet équilibre entre actif, passif. Fait qu'en 8 heures de temps où théoriquement t'es active, faut que tu arrives à le contrebalancer d'une certaine manière. OK. Donc, après cette conversation, si je vais aller à l'extérieur pendant 1h15... Mais ça n'a pas besoin d'être en durée. Il y a des choses qui te font gagner du temps, entre guillemets. Par exemple, tu parlais de yoga nidra. Incroyable, pratique. C'est 20 minutes de yoga nidra équivaut à quasiment 1 heure de sommeil réparateur. Fait que, c'est aussi de connaître ces choses-là. Et encore une fois, ça, c'est un monde et il y a plein de possibilités. Mais de se dire, d'être au courant de ces choses-là pour aller jouer avec les outils. De dire, pareil, une respiration carrée, 5 minutes, c'est parfait après 1 heure de meeting où tu as été la tête dedans. Fait que, 5 minutes peuvent contrebalancer parfois 1 heure, mais si tu es vraiment présent à ça. Donc, c'est pas 1 heure, tu vois. Il y a 2 plein minutes de de breathwork après avoir fait 20 minutes de travail. Puis, ouais. Donc, c'est ça. C'est cette notion de balance. Mais... Puis pour les gens, disons, là, qui ont besoin d'un grand résumé, là, si tu avais moi, j'aime ça, puis je le fais souvent à la fin des épisodes, mais disons là, qu'on écoute tout ça, puis là, ça nous a allumé plein de choses. On a des prises de conscience. On est comme, OK, il y a des choses à adresser. Je veux changer certaines affaires. C'est quoi la plus petite action possible? Qu'est-ce que tu dirais comme le premier pas qui nous amène dans cette direction-là de... Le premier pas, c'est toujours en prendre conscience, de se dire, OK, est-ce que j'ai déjà vécu ça? Oui ou non? Est-ce que je me sens un peu désalignée, fatiguée, déconnectée, peu importe ce que c'est, mais est-ce que je me sens pas tout à fait là où je dois être? Si la réponse c'est oui, la première action, c'est de dire, la première chose qui te vient en tête pour prendre soin de toi, qu'est-ce que c'est? D'identifier ça. Puis ça peut être, je peux pas te donner une réponse parce que ça peut être, tu parlais de brosser les dents, ça peut être ça pour quelqu'un, ça peut être d'aller en nature pour quelqu'un d'autre, mais quelque chose de simple et d'accessible. Quelque chose qui fait du bien facilement et, encore une fois, est très accessible. Mais de se dire, je vais déjà faire ça tous les jours. Puis si je peux rajouter à ça, c'est... Parce que moi, je suis très dans la construction des nouvelles habitudes, donc dans la déconstruction, oui, mais
construire une habitude, fait que c'est de commencer avec quelque chose de très simple, qui peut prendre 30 secondes parfois, mais de le mettre et de se dire à tous les jours, le plus souvent possible, j'essaye de le faire, à un moment dans ma journée qui me convient le mieux, mais de me tenir responsable de le faire. Fait que vous pouvez même, s'il y en a qui veulent, il y aura sûrement mon compte Instagram, s'il y en a qui écoutent ce podcast et qui se disent « Ok, je sais pas par où commencer », écrivez-moi, puis comme ça, moi, je suis votre personne qui vous tient responsable de le faire. Puis il y a ce côté d'engagement, tu sais, c'est comme un challenge, je veux le faire. Mais j'irais aussi de se bloquer du temps dans son agenda, de dire « Ok, je sais que j'ai un meeting de 1 heure, après ça, j'ai un tampon de 5 minutes au minimum. Pas pour scroller, là, pour juste prendre un temps pour soi. Fait que intégrer ces moments de break à votre quotidien. Et après le break, vous faites ce que vous voulez dans votre break. J'ai plein d'idées, il y a plein de pistes, etc. Mais quelque chose qui vous fait du bien. Et pour les gens qui ont envie de s'engager dans le chemin davantage, tu offres un programme sur 6 mois. Tu en as parlé un peu pendant notre discussion. Donc, c'est From Burnout to Balance. Exact. Donc, c'est 6 mois, un accompagnement aux 2 semaines. C'est individuel, le processus. Oui, c'est extrêmement personnalisé. Fait que c'est 12 heures en soi d'accompagnement au total, mais en réalité, c'est plus que ça parce qu'il y a aussi entre les séances, je reste disponible. Il y a des outils qui sont aussi créés pour la personne spécifiquement. On passe à travers bien des thématiques. C'est très complet. Et puis, en fait, le but, c'est vraiment d'identifier donc, les problématiques principales, d'identifier les objectifs de la personne, qu'est-ce qu'elle souhaite accomplir à travers le parcours. Donc, est-ce que c'est juste sortir du burn-out, retrouver un équilibre, réapprendre à respirer, ça peut être plein de choses, mais vraiment passer d'une sensation d'épuisement à une sensation de balance et d'apaisement, c'est l'objectif du programme. Et comme je disais, la raison pour laquelle ça dure 6 mois, moi, j'ai mis 8 mois à guérir. Je pense que ça prend ce temps-là, surtout parce que en l'espace de 6 mois, il peut se passer bien des affaires. Il y a des rechutes, forcément. Il y a des moments où ça va aller super bien pendant un temps, puis là, qu'est-ce qui se passe? Mais donc, ça nous laisse le temps de prendre le temps de créer ces espaces-là, d'essayer des choses, de revenir en arrière, puis de construire. Et surtout, c'est comme une formation, en fait. Parce qu'en bout de ligne, tu repars avec tellement d'outils et de choses qui sont spécifiques à toi que peu importe une situation qui subviendra après, tu es capable de l'affronter. Ouais, c'est vraiment mon but. C'est une façon de l'intégrer à la vie, donc il faut laisser le temps à la vie de se passer aussi. De déconstruire tout ce qui t'a amené à cette situation et te reconstruire toi de la façon dont tu as envie de le faire. Fait qu'il y a vraiment ça, c'est mon programme signature qui commence donc toujours avec aussi une session gratuite. Fait que à qui veut peut essayer. Puis derrière, j'ai aussi beaucoup d'ateliers. Là, j'ai démarré un programme de groupe parce que je le sais qu'un programme individuel, c'est pas toujours justement accessible pour tout le monde. Donc, j'offre aussi des sessions de groupe. Souvent, c'est des cercles de femmes. Je vais voir si à terme, je l'ouvrirai aussi aux hommes, s'il y a de la demande. Il y a quand même beaucoup plus de demandes de femmes. Mais c'est ça, c'est à peu près le même format, mais au lieu d'être sur 6 mois, c'est sur 3 mois. Donc, c'est un peu un condensé. Et le fait d'être en groupe, ça permet vraiment de refléter, miroiter, d'aller parfois encore plus profondément. C'est peut-être plus inconfortable parce que tu as moins la sécurité d'être juste à 2, mais ça te fait parfois prendre des grosses prises de conscience. Il y a tellement d'options qui s'offrent sur notre chemin. Je pense qu'il faut juste, comme tu disais, le reconnaître, là, qu'on est en train de vivre cette situation-là, d'avoir de la bienveillance envers nous, de l'autocompassion, effectivement, c'est peut-être pas juste moi qui suis brisée. Il y a tout un tas de constructions extérieures qui m'ont amené à internaliser ça. Puis après ça, de faire « OK, je me l'avoue, je le constate. » Puis après ça, je me rends compte que, tu sais, de profondément croire qu'on a assez de valeur. Puis qu'on n'est pas un instrument du système, qu'on a une valeur en soi. Puis notre existence, elle est riche. Je veux dire, on a de la valeur aux yeux des gens qui nous aiment. Donc Et parfois, ça prend un coup de boost extérieur. Tu sais, on veut toujours tout faire seul, mais oh my God, c'est tellement puissant à partir du moment où justement t'en parles avec quelqu'un et que ça résonne. Et tu sais, pour les professionnels, il y en a qui disent, mais comment tu choisis? Il y a tellement de possibilités et autres. J'ai envie de dire, déjà, en ce moment, il y a une énorme pénurie de psychologues. Fait qu'en termes de santé mentale et autres, c'est super difficile de se faire accompagner. Qui plus est, trouver quelqu'un avec qui ça résonne. Et je pense que ça, pour moi, c'est le plus important. De vraiment dire, et puis moi, c'est aussi pour ça que je maintiens cette session de découverte
c'est donner la possibilité aux gens de dire ton approche ne résonne pas, ou je ne me sens pas suffisamment à l'aise, ou même moi, je ne me sens pas en mesure de t'aider. Ça m'est déjà arrivé de dire je pense pas. Tu sais, quand ça touche vraiment, je pense notamment à des gros troubles, mais que la personne voulait vraiment juste aborder ça, j'étais comme, je ne suis pas qualifiée pour ça. Moi, je peux vraiment t'accompagner dans l'ensemble, où tu sais, c'est parfois des personnes qui ne sont pas prêtes finalement à s'engager. Tu sens que 6 mois, c'est trop, je ne peux pas, etc. Et c'est correct. Ça viendra peut-être plus tard, ça viendra peut-être jamais, mais c'est ça. C'est aussi ça la vie, c'est le chemin. Puis quel est le chemin sur lequel toi, tu as envie d'être? En tout cas, moi, je suis sur le chemin où j'ai envie de me sentir comme déposée, d'avoir de l'espace, de sentir que ma vie m'appartient, puis que j'ai le droit fondamental d'exister, puis que je peux faire une sieste un mardi après-midi, puis que la police du système ne va pas venir me prendre par le cou pour dire « Hey, travaille! » Je veux dire, de déconstruire toutes ces idées-là, puis de m'offrir cette vie-là. Fait que merci, puis je sais que c'est de cette posture-là qu'on est justement le plus riche pour le reste du monde, puis pour les gens qui sont autour de nous, puis pour nos enfants, pour nos amis, c'est ce genre d'humain-là qu'on veut. Ouais, c'est ça. Merci pour ton temps. Merci, je me sens plus calme. Je pense que je vais aller prendre une camomille aussi. Là. Elle est délicieuse. Merci à toi.